à partager. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Bienvenue à cette réunion publique concernant la santé, organisée par le groupe d'appui de l'Union populaire de Chilly-Mazin et de Morangis, qui sera filmée et diffusée en live par Facebook, sur Facebook. Alors tout d'abord, je vais vous inviter à mettre vos masques, si vous n'en avez pas, vous pouvez les fournir juste à l'entrée de la salle. Parce que bon, malheureusement, le port des masques est toujours obligatoire. C'est aussi pour ça d'ailleurs on ne demande pas de passe sanitaire. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un peu le déroulé de cette soirée. On va voir Philippe Jurabert, qui est conseiller régional de France, membre du Parlement de l'Union populaire et co-animateur du lobby à la France Insoumise, qui va faire un point politique et un point sur la campagne présidentielle. Puis nous passerons la parole à Christophe Prudhomme, qui lui aussi est conseiller régional, membre du Parlement de l'Union populaire et médecin urgentiste au SAMU 93, qui nous exposera les propositions en matière de santé et de protection sociale de notre programme L'avenir en commun, porté par notre candidat Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, il y aura donc un temps d'échange d'une demi-heure environ de questions-réponses avec donc Christophe Prudhomme sur ce thème-là. Et vous pourrez donc, si vous le souhaitez, acheter au prix de 3 € le programme qui se trouve à l'entrée. Olga se fera un plaisir de vous le vendre. Et puis voilà. Voilà. Ah non, un tout petit détail. Vous pouvez aussi remplir nos fiches contacts afin de nous donner vos coordonnées de façon à grossir notre groupe d'appui qui en a bien besoin aussi. Voilà. Allez Philippe, à ton tour. Bon, on va essayer de ne pas parler trop fort dans le micro. On met le problème. Bon, écoutez, je suis heureux déjà de vous retrouver. Tous ici à Chilly-Mazin, on a essayé de lancer des initiatives il y a déjà quelques années de cela. Pour les plus anciens, pour ceux qui me connaissent, on a essayé il y a 2 ans de faire venir François Ruffin, parler des Gilets jaunes, c'était un autre contexte, une autre période. Et depuis, plus rien. Plus rien pourquoi? Parce qu'il y a eu la pandémie qui a frappé beaucoup de gens, cette maladie. Et donc, durant tout ce temps-là, c'est vrai qu'on a eu une autre façon de communiquer. Et aujourd'hui, on renoue un petit peu avec les réunions publiques dans un contexte particulier, les présidentielles. Alors, c'est vrai que les présidentielles, avec ce qui se passe, le contexte politique et guerrier, je veux parler de ce que subissent les peuples, notamment celui d'Ukraine. C'est vrai que c'est pas simple. Pas simple de parler d'autre chose que ce qui peut forcément préoccuper tous les Françaises et tous les Français. Pour autant, je pense que ça a permis, notamment, je pense à M. Macron, permis de comprendre qu'il y a aussi des peuples qui souffrent. Et quand il y a des guerres, évidemment, ce sont les premiers à payer. Mais on sait très bien que par ce contexte, tous les peuples d'Europe vont souffrir. Et c'est à eux surtout qu'on accorde cette pensée. Pour autant,
Il faut savoir qu'on a un président que je ne privilégie pas en particulier, mais il faut avouer qu'il a quand même la guigne pour cumuler et les gilets jaunes, et la pandémie, et peut-être, je l'espère pas, mais une troisième guerre mondiale. En tous les cas, on parle de cette fameuse guerre qui peut préoccuper les esprits. Ça fait beaucoup. Mais on peut se poser la question, à savoir que pour ce qui est des deux premières crises, à savoir les gilets jaunes et la pandémie, s'il a donné les moyens pour essayer de s'en sortir, on ne peut pas être très heureux des résultats qui ont pu être obtenus. Il n'y a qu'à voir la colère qui entoure un petit peu tout le peuple de France à ce sujet. Si les deux crises auxquelles il a été confronté n'ont pas été une grande réussite, on peut serrer les fesses pour ce qui est de la troisième, et qui va préoccuper tous les Français. À sa décharge, je veux bien reconnaître que quand on voit ce qui s'est passé pendant près de 20 ans, je pense à Nicolas Sarkozy, et notamment son fameux travailler plus pour gagner plus. On a vu ce que ça a donné. François Hollande, avec l'adversaire de la finance, on a vu ce que ça a donné. Et évidemment, le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, il paraît désuet quand on repense à ce qui s'est passé précédemment avec les deux autres présidents. Donc il y a forcément ce déni de confiance qui existe et qui pose problème pour pouvoir, en effet, apporter une crédibilisation au niveau de la politique. Mais voilà. Le problème, c'est que malgré tout ça, on peut nous reprocher, nous, la France insoumise, de dire, mais d'accord, on peut être dans la posture de constater, de faire des constats. Ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte qu'on existe politiquement. Comment on a fait pour pouvoir exister politiquement et faire en sorte que, non pas un homme puisse incarner cette politique, mais des millions de Français puissent s'y intéresser. En 2017, en effet, il y a eu un programme qui est sorti déjà et qui a permis de réunir près de 7 millions de Français, quand même, ce qui n'est pas rien. Ce premier programme, vous le connaissez bien, et donc il a permis à 6 voix près, au niveau des bureaux de vote, à 6 voix près, il aurait pu permettre, sur tout le territoire, d'arriver au deuxième tour. Ce qui n'est pas rien. Ça a été un programme. Ce programme, il a permis de créer une suite dans la politique au niveau du peuple de France, à savoir l'avenir en commun, un programme qui a été créé en partant de ce programme de 2017. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une réflexion collective qui circule dans notre peuple en se disant, même si Jean-Luc Mélenchon peut autant décrier quelquefois autour de nous, il y a des millions de gens qui ont contribué à quelque chose, qui ont participé à cette réflexion. Et, naturellement, Macron, vous avez vu, Monsieur Macron a rédigé une lettre aux Français, que nous sommes. Il s'est rendu compte, enfin, qu'il y avait un peuple qui existait. Et ce peuple, il s'est adressé par publication régionale. Et quand je cite, je vais prendre mes lunettes parce que là, je vais avoir du mal. Et j'en suis là maintenant. On parle de santé, mais je ne rajeunis pas. Et quand on parle du programme tel qu'il l'a écrit, on se rend compte que ce n'est pas un programme. Il est en train de citer, ni plus ni moins, qu'une réflexion qui a été déjà bien ancrée au niveau de la France insoumise, pour créer cette convention et ne pas rendre de bilan par rapport à ce qu'il a fait pendant 5 ans. À savoir, il cite « menace de nos démocraties » dans la lettre qu'il a adressée aux Français. Et nous, évidemment, en réponse à notre programme, on parle de 6e République. Il parle des montées des inégalités, au moment où nous, on parle de partage des richesses. Il parle de transition démographique, au moment où on parle de créolisation. Et enfin, il parle de transformation technologique, au moment où, dans notre programme, on parle de produire autrement. Vous voyez que, pour ne pas rendre de compte sur son bilan, il se saisit de notre programme et il fait une confrontation, comme ça l'idée, d'un programme à un autre. Et la santé dans tout ça, ben, il n'en parle pas. Il ne veut pas rendre de bilan sur la santé. Parce que c'est un sujet central. C'est un sujet suffisamment fort qui permet, en effet, de peut-être masquer toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Et en ce débat majeur tel qu'il est, j'ai estimé qu'il était important que Christophe Prudhomme, avec qui je siège à la région,
et qui, sur cette question de la santé, permet d'obtenir la réflexion de tout le monde. Je ne lui connais pas d'opposition, c'est quand même quelqu'un qui réagit fort au niveau de la région. Je ne connais pas d'opposition quand Christophe peut intervenir, parce qu'il permet en effet de réfléchir à toutes les questions qui sont attachées à la santé. Et ça va te permettre, Christophe, de nous parler maintenant de cette transformation de la santé, de l'importance qu'on doit accorder à cette sécurité de notre santé et de la sécurité sociale et tout ce qui entoure la protection sociale. Voilà, je te passe la parole en espérant que, à l'issue de cette discussion, vous puissiez réagir et qu'on puisse nourrir ces questions. Bonjour à tous. Moi, je suis très content d'être ici. Il y a énormément de débats sur la santé se tiennent aujourd'hui. On ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Et je voudrais commencer par vous dire que moi, je vais vous apporter un certain nombre d'éléments de réflexion, quelques analyses et puis quelques propositions. Mais sur les questions de santé, il va falloir qu'on renverse un petit peu la hiérarchie des valeurs. Les meilleurs experts, ce sont vous. Ce sont les citoyens. Et pas les médecins, ceux qui passent à la télé ou les autres, parce que qui est le mieux à même d'exprimer ses besoins si ce n'est le citoyen, un jour futur patient. Or, le système est organisé aujourd'hui principalement par les professionnels et pour eux-mêmes, dans un contexte où l'évolution politique de ces 40 dernières années, avec l'émergence du libéralisme pur et dur aggravé par Macron, a réduit les moyens. Et cette réduction de moyens a fait que les professionnels n'ont plus revendiqué, mais se sont repliés pour défendre avant tout, on peut dire, leurs avantages acquis. Voilà. Puisque nous sommes dans une situation où, depuis maintenant presque 30 ans, il ne se passe pas une session parlementaire sans qu'un député ou un sénateur ou un groupe de députés et de sénateurs de tous les partis ne mettent sur la table la question de la fin de la liberté d'installation. Voilà. Et à chaque fois, les lobbies interviennent, agissent et ces projets sont retirés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis des années, on explique, en tout cas nous les professionnels, que l'hôpital va mal. Il faut arrêter de fermer des lits, arrêter de fermer les hôpitaux, en particulier les hôpitaux de proximité, et que nous manquons de personnel. Là, on a vu, la crise nous a donné raison. La crise nous a donné raison. Parce que la situation actuelle n'est pas qu'on a trop de malades, c'est qu'on n'a pas assez de lits et de personnel pour s'en occuper. Parce que je vais vous donner un chiffre qui est important. L'Organisation mondiale de la santé a chiffré, alors on peut contester les chiffres, enfin vous savez aujourd'hui avec la mondialisation on peut cacher éventuellement quelques informations pendant 15 jours, 3 semaines et puis après ça sort. En 2 ans, la Covid c'est 5 millions de morts. C'est beaucoup 5 millions de morts. C'est 5 millions de morts, beaucoup dans les pays riches. Mais ce qu'on a oublié, c'est que chaque année, 3 maladies infectieuses, la tuberculose, le paludisme et le sida, chaque année tuent 2,5 millions de personnes. Chaque année. Donc en 2 ans, 5 millions. Donc là, les 5 millions de la Covid, c'est les 5 millions de morts, 3 maladies infectieuses, mais principalement dans les pays pauvres. Et ça ne préoccupe personne. On n'a jamais mis les moyens qu'il fallait pour inventer un vrai vaccin contre le paludisme. On traite très mal la tuberculose, qui est une maladie des pays pauvres. Et donc, on a cette tuberculose qui, avec l'immigration, continue à se balader. Et on a des cas de tuberculose difficiles à traiter, multirésistantes, en particulier dans mon département Seine-Saint-Denis, chez les migrants. Parce que, ils sont poussés d'un camp à l'autre. Et quand on commence à les traiter, ils perdent le contact avec l'équipe qui s'occupait de leur traitement, et puis ils partent dans un autre camp où ils vont contaminer l'autre personne parce qu'on n'a pas terminé le traitement. Voilà comment se comporte aujourd'hui notre gouvernement en termes de santé publique. Donc on voit bien que la question de la santé, c'est une question de valeur.
avant tout. C'est de savoir dans quelle société on veut vivre. Et là, le scandale des EHPAD, le scandale d'Orpea, a bien montré qu'on était sur ces valeurs. Et une des revendications qui est posée aujourd'hui, c'est de sortir la santé et le médico-social du secteur marchand. Plus d'activités privées à but lucratif, plus d'investisseurs dans ce domaine. Et donc, une des propositions qu'elle n'a pas encore énoncé Jean-Luc Mélenchon, mais je le pousse un petit peu à ça, à ce qu'il reprenne ça dans ses discours, c'est qu'aujourd'hui, si on faisait un référendum avec une seule question, doit-on sortir le secteur de la santé et du médico-social du secteur marchand? On gagnerait le référendum au moins à 70%. Et on pourrait mettre en œuvre. C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'une révolution dans notre système. C'est plus d'agrément, donc plus de financement sécurité sociale, si on est dans une activité privée à but lucratif. Et alors, oui, mais on va nous fermer les EHPAD, les cliniques. Non, non. S'ils refusent de basculer vers le secteur public ou le secteur associatif, ce qu'on appelle le privé à but non lucratif, eh bien on réquisitionne. Voilà, point à la ligne. Donc on a les solutions. Et on a des solutions qui sont de bon sens. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, la santé doit relever du service public. Vous voyez, il n'y a pas besoin de discuter, de savoir si on est pour ou contre le marché. À partir du moment où on a un secteur d'activité au marché, on a des investisseurs. Et quel est l'objectif d'un investisseur? C'est d'avoir le meilleur retour sur investissement. Donc c'est contre les valeurs qui doivent prévaloir dans des activités où on touche à l'humain. Voilà. Et on a vu ce que ça donne dans les EHPAD quand on a des prédateurs comme le groupe Orpea. Mais il n'y a pas que le groupe Orpea. Vous avez vu, il y a Corian, il y a les cliniques privées, Elsan, Ramsay Général de Santé. Alors je vais m'arrêter sur ces groupes-là parce qu'il faut avoir les informations. Orpea, Corian, Domusvie, ça n'existait pas avant le début des années 90. Ils ont commencé à émerger parce qu'à l'époque, on a ouvert le marché des maisons de retraite au secteur privé en disant l'État n'a pas les moyens de rénover les hospices, donc on ouvre au secteur privé. Ces groupes qui n'existaient pas au début des années 90, aujourd'hui, Orpea, Corian, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Orpea, le leader mondial des maisons de retraite médicalisées. Corian, le leader européen. Et avec les bénéfices faits en France, sur l'argent de la sécurité sociale des retraités et de leurs familles, parce qu'il y a l'obligation alimentaire, hein, peu de retraités ont 3 000 euros, donc il faut que les enfants y mettent au bout. Avec ces bénéfices, ils ouvrent des maisons de retraite aujourd'hui où? Dans un pays qui vieillit et où il y a une population solvable, en Chine. Et s'ils ont pu s'implanter en Chine, c'est parce qu'ils étaient dans les avions de nos présidents de la République, et en particulier de Sarkozy et de Hollande, qui les ont emmenés, quand ils se déplacent, vous savez, ils emmènent des investisseurs hein, pour le commerce. Eh bien, ils les ont emmenés en Chine, et ils ont ouvert les portes, et aujourd'hui, vous avez Orpea qui a des maisons de retraite en Chine. Donc on délocalise voilà. les vieux. Alors, on ne délocalise pas les vieux, parce que c'est pour les vieux chinois. Voilà. Et après, autre élément important sur la duplicité des gens qui nous gouvernent, c'est que si on prend les cliniques privées maintenant, le groupe Elsan, qui est un groupe qui a été créé il y a quelques années, ce groupe a été créé par fusion de deux anciens groupes de cliniques qui étaient déjà l'un la propriété d'un fonds de pension américain que tout le monde connaît qui s'appelle BlackRock. Ils sont venus investir en France, ils ont restructuré, ils ont donc fait monter la valeur du groupe, ils ont vendu. Et le groupe Elsan donc s'est créé à ce moment-là avec une aide directe du gouvernement, puisque pour ne pas trop stériliser de capital dans les murs des cliniques, une filiale de la Caisse des dépôts, le groupe ICAD, a mis 600 millions d'euros sur la table pour acheter les murs des cliniques. Le groupe ICAD, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, donc l'organe financier de l'État, qui a été en partie privatisé par Sarkozy, mais le groupe ICAD était la filiale de la Caisse des dépôts
qui avait pour objectif, comme mission, de construire et de gérer du logement social. Aujourd'hui, il achète des murs d'EHPAD et de cliniques. Voilà. Hein? Et donc, ce groupe L100, non seulement il a bénéficié de cet argent qui venait du secteur public, mais surtout, il a été, ce qui est important à dire, c'est que l'investisseur, qui est un fonds d'investissement anglo-saxon, qui a mis la main et qui a créé ce groupe, c'est un groupe dont le siège opérationnel s'appelle CVC Capital Partners. C'est un groupe qui est, donc, dont le siège opérationnel est à Londres et dont le siège fiscal est au Luxembourg. Là, il y a 1 an et demi, il a revendu ses parts pour encaisser sa plus-value et qu'il a remplacé de très bons investisseurs français. C'est-à-dire, quand vous allez dans une clinique L100, eh bien, vous enrichissez la famille Bettencourt et le groupe AXA, les assurances. Voilà. Voilà où va l'argent de la sécurité sociale et des patients, puisque quand vous allez dans ces structures, malgré le fait que vous ayez une assurance maladie complémentaire, il y a souvent un reste à charge sur la chambre seule, les services annexes, les dépassements d'honoraires, etc. Très important. Alors c'est bien de mettre le contexte quand même pour savoir où on va. Vous voyez, quand il y avait avant la petite clinique à côté de l'hôpital, la petite clinique qui était possédée par un médecin ou quelques médecins, c'était de l'artisanat, on avait le choix entre la clinique et l'hôpital. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Et c'est devenu un business dont la rentabilité repose sur la sécurité sociale essentiellement, c'est-à-dire notre argent, hein, puisque c'est la partie de notre salaire qu'on met dans la caisse qui s'appelle la sécurité sociale, notre bonne mère à tous. Voilà, donc c'est un marché qui est solvabilisé grâce à la sécurité sociale et sur laquelle, eh bien, les gens se font du beurre, défiscalisent le Luxembourg. Juste pour terminer sur cette partie, Orpea, pour en revenir à Orpea, on a tenu une conférence de presse la semaine dernière, la CGT et il y avait même la CFDT, avec une association qui s'occupe de l'évasion fiscale. Et on a déposé un dossier, il y a une plainte qui est déposée contre le groupe Orpea pour de l'évasion fiscale. Voilà, avec des montages financiers, comme on sait faire. Voilà, et il y a une autre plainte qui est déposée parce que Orpea donc avait fait appel à une officine privée pour infiltrer la CGT. Voilà, il y a quelques années. Et comme ils l'ont fait avec Victor Castanet, l'auteur de l'ouvrage, pour que la CGT ne porte pas plainte, ils étaient venus proposer 4 millions d'euros. Bien sûr que la CGT a refusé, mais vous voyez, donc ça vient de... c'est pas d'aujourd'hui. Donc les bonnes âmes aujourd'hui qui, disons, ne savaient pas, si, bien sûr qu'ils savaient. Hein, ils savaient tout ça. Et ils ont créé ces monstres. Et donc aujourd'hui, eh bien, il va falloir prendre des mesures radicales. Et c'est dans le programme. Voilà. Et on peut les mettre en œuvre très rapidement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça ne nécessite pas une révolution. Majoritairement, on aurait l'assentiment de la population. Et puis, écoutez, ils se sont fait suffisamment de beurre pendant de nombreuses années. Écoutez, on leur demande de rendre ce qu'ils ont volé. Voilà. Hein. Donc, il faut que ça revienne dans le giron du public. C'est une urgence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le secteur privé des EHPAD, dans le secteur public des EHPAD en particulier. Dans le programme, puisque depuis 2018, il y a un mouvement dans les EHPAD, ce qu'on met en avant comme mesure immédiate, c'est la création massive d'emplois pour aboutir à ce qu'on réclame depuis des années, c'est-à-dire un soignant par résident. Et pourquoi on a besoin d'un soignant par résident dans les EHPAD? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il ne faut pas opposer le maintien à domicile et l'EHPAD. Ça doit être une continuité, avec y compris un accueil de jours, de semaines, et puis finalement définitif dans l'EHPAD. Mais aujourd'hui, les gens qui arrivent en EHPAD, pour 50%, ils sont très dépendants, ils y passent les 2 dernières années de leur vie. Et donc, quand on est très dépendant, eh bien, on a besoin de personnel pour s'occuper de la toilette, pour donner à manger. Et donc, on a besoin de ce personnel le plus rapidement possible parce que dans les EHPAD, ce qui se passe aujourd'hui, c'est catastrophique. Ce que dit le personnel, c'est qu'on est maltraitant parce qu'on n'a pas le temps pour donner à manger. Vous savez, 10 minutes pour donner à manger, c'est pas possible. Là, je reprends ma casquette de médecin. Vous avez la satiété, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, c'est minimum 20 minutes pour donner à manger une personne.
Et si on ne donne pas bien à manger à une personne âgée, elle perd de la masse musculaire, elle perd de l'autonomie. Donc c'est le premier soin. Vous voyez? Autre chose, là, une personne dépendante, pour lui faire la toilette, ben c'est 20 minutes. Autrement, c'est comme ils disent, un petit coup sur le visage, un petit coup sur les fesses, et puis c'est fini. Mais ça, c'est pas du boulot. Et donc, il ne manque pas aujourd'hui de jeunes qui veulent faire ces métiers. Il n'y a pas besoin de 10 ans pour former une aide-soignante, c'est 1 an. Sauf qu'aujourd'hui, on forme des gens qui abandonnent très rapidement vu les conditions de travail. Donc, la première amélioration des conditions de travail, c'est d'être plus nombreux. Et puis après, c'est les salaires. Voilà. Parce qu'être payé 1200, 1300 euros par mois, avec horaire décalé, en travaillant le week-end, etc., comment vous voulez que les gens ils restent dans ces boulots-là? C'est pas possible. Hein? Donc, ces métiers du soin, il faut qu'il y ait une revalorisation des salaires importante, parce que les gens abandonnent le métier. Aujourd'hui, on n'arrive pas à remplir les écoles d'aides-soignantes. Et si on prend les infirmières, il y a entre 150 000 et 200 000 infirmières diplômées en âge de travailler qui ont abandonné leur métier. Voilà. Donc c'est une catastrophe. Si on ajoute à ça les 40 000 qui chaque jour vont travailler en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne ou en Suisse, vous voyez qu'on a un potentiel très important. Et si on prend notre région, l'Île-de-France, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, il y a 1500 postes d'infirmières vacants aujourd'hui. Dans mon hôpital, qui est un des plus défavorisés, à Bobigny, on a plus de 20% des lits qui sont fermés par manque de personnel, aujourd'hui. Voilà. Hein? Donc si l'hôpital est en crise, ce n'est pas à cause d'un afflux de patients Covid, c'est parce qu'on manque de personnel. Il y a un personnel qui fuit. Donc il y a besoin d'un choc. Et ce qu'on propose, c'est un grand plan de formation et d'embauche, et avec une proposition que l'on a faite à la région, qui est que pour attirer les jeunes dans ce métier, eh bien, il faut leur donner les moyens d'étudier en bonnes conditions et qu'ils puissent se projeter un petit peu dans la vie. Et on propose des contrats d'études avec, dès l'entrée à l'école, après avoir passé la sélection, eh bien, les jeunes sont payés au SMIC pendant leurs études, payés au SMIC avec des cotisations sociales, c'est-à-dire qu'ils commencent à cotiser à la retraite dès le début de leurs études, dès 18 ans ou 19 ans. Vous voyez, en termes d'espoir pour l'avenir pour les jeunes, c'est important ça. Et puis, ils sont préaffectés, puisque c'est un contrat, ils sont préaffectés sur un territoire ou sur un groupe d'établissements. Donc, ils peuvent déjà se projeter un petit peu dans l'avenir, s'installer, voir où ils vont travailler. Et ça permet d'avoir ce qu'on appelle une politique prévisionnelle des emplois. Et pour les gens qui sont en poste, avoir l'espoir d'avoir des collègues qui arrivent dans un délai rapproché. Parce que quand M. Véran nous explique qu'il ne peut pas ouvrir de lit parce qu'il n'y a pas de personnel, écoutez, nous étions dans la rue en 2019, 1 an pour former une aide-soignante, 3 ans pour former une infirmière. 2019-2022, les premières promotions d'infirmières, si on nous avait écouté, sortiraient aujourd'hui. Et pour la prochaine vague Covid qu'on aura, puis on n'a pas la vague Covid, on aura la canicule, et puis on aura l'épidémie de grippe, enfin bref, hein, voilà. Eh bien, on aurait les premières promotions qui arriveraient. Donc ça, c'est une urgence absolue. Et il ne manque pas de jeunes. Le premier choix, enfin le choix qui a le plus de jeunes dans le fameux Parcoursup, c'est les écoles d'infirmières, ce qu'on appelle les IFSI. Voilà. Donc il ne manque pas de gens qui veulent s'engager dans ces métiers-là. Donc vous voyez, ça c'est une urgence absolue. L'autre urgence, c'est de trouver un médecin. Voilà. Puis, oui, je suis conseiller à la Caisse nationale d'assurance maladie pour la CGT. Là, on a eu les chiffres. On a entre 5 et 6 millions de personnes en France qui n'ont pas de médecin traitant. Alors, quand on a 25 ans, bon, on peut attendre un petit peu, mais il y a 600 000 personnes atteintes d'affections de longue durée, donc des gens qui ont besoin d'un suivi rapproché, qui n'ont plus de médecin traitant. C'est une catastrophe. On ne peut pas continuer comme ça. 600 000 personnes. Donc, il va falloir réguler l'installation des médecins. Et ce que propose la France Insoumise, c'est pas comme depuis des années un certain nombre de personnalités de droite ou de gauche proposent, on dit
on va dire aux jeunes, là, surtout ceux qui sont les moins bien classés à l'examen de fin de 6e année, ils vont aller travailler, faire une sorte de service sanitaire là où personne ne veut aller. Attendez, ça, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de se dire qu'on va changer le mode de rémunération et le mode d'exercice, ce qui va permettre d'affecter les médecins là où on a des besoins. Voilà, en particulier pour les jeunes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça a changé le mode de rémunération et le mode d'exercice. Eh bien, c'est que les professionnels de santé, médecins, infirmières, etc., ils travaillent dans des structures collectives où il y a des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, ça s'appelle des centres de santé. Voilà. Et pas des maisons de santé pluriprofessionnelles, puisque la maison de santé pluriprofessionnelle, c'est une grosse arnaque intellectuelle, et pas qu'intellectuelle, financière. C'est-à-dire, on vous dit, on va regrouper des libéraux dans un lieu unique, mais comme les libéraux, ils ne veulent pas payer leur outil de travail, c'est la collectivité locale qui va construire le local et qui va le mettre à disposition. Donc nous sommes les cochons de payeurs, on paye la rémunération des professionnels de santé avec nos cotisations sociales et on paye leur outil de travail avec nos impôts locaux. Il y a un problème. Non. Ce qu'on propose, nous, c'est le centre de santé, c'est complètement différent. On ouvre les centres de santé là où il y a des besoins, on finance la structure dans laquelle les professionnels de santé font leur métier, mais ils ne s'occupent pas de gérer l'investissement, ils ne s'occupent pas d'aller voir leur comptable pour gérer leur chiffre d'affaires, hein, et donc ils font ce pourquoi ils ont été formés, c'est-à-dire voir des patients et s'occuper d'eux. Et surtout, ces structures collectives que l'on propose donc d'implanter en lien avec les hôpitaux sur les problèmes logistiques, etc., et pour que les médecins spécialistes en particulier travaillent et à l'hôpital et dans ces structures. Est-ce que ce serait un doux rêve de l'ultra-gauche à tendance islamo-gauchiste? Non, parce que, eh bien, c'est ce qui a été mis en place dans un département français, dans un département, la Saône-et-Loire. Ce qui est dommage, c'est que le président du conseil départemental, il soit adhérent aux Républicains. Mais c'est un élu local, respectable, il a subi les préconisations des agences régionales de santé, il a construit des maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont restées vides. On lui a dit aussi, bah, allez donc recruter des médecins roumains. Donc il a fait venir des médecins roumains, ils sont venus, ils sont repartis. Donc il a dit, il a écouté un petit peu, il a regardé, ben, il dit, je vais créer un centre de santé départemental. Donc il a fait ça là, il y a maintenant 3 ans. Il pensait au départ embaucher 35 médecins, il en est aujourd'hui à 70, dont 20 médecins spécialistes en lien avec les hôpitaux de Saône-et-Loire. Eh bien, je veux dire, ça répond aux besoins de la population et les gens sont très contents. Et c'est des salariés? Et ce sont des salariés. Et est-ce que le salariat rebuterait les médecins? Eh bien, pas du tout. Parce qu'il y a une évolution sociologique importante, c'est-à-dire que les vieux médecins qui sont au Conseil de l'Ordre et puis qui sont là dans leurs activités de lobbyistes, ce sont plutôt des mâles blancs de plus de 60 ans. Et les jeunes médecins, eh bien, c'est à l'image de la France, il n'y a pas que des Gaulois, et puis c'est à 65% des femmes. Et ça change un petit peu les aspirations, parce que vous voyez, une jeune femme qui termine ses études, qu'on a chié pour terminer ses études, première grossesse, à la trentaine, vaut mieux être salarié qu'à statut libéral. Hein. Autrement, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis après, pour sa vie au quotidien, c'est quand même mieux de travailler dans une structure collective, ou si on veut diminuer un petit peu son temps de travail, il y a des collègues qui vont suppléer, etc. On travaille, on fait une garde, on travaille le samedi, on récupère, enfin voilà. C'est pas dans le cabinet où il faut travailler en permanence, sans compter ses heures. Et donc, je vais vous donner un exemple. En Saône-et-Loire, il y a une médecin, femme, d'environ 50 ans, qui avait un cabinet, on ne va pas dire un cabinet de groupe, ils étaient 2 dans un cabinet à Aubagne. Vous voyez, Aubagne, quand même assez agréable. Son collègue décède, elle ne trouve personne pour le remplacer, donc elle est obligée de prendre la clientèle, les 2 clientèles, elle frise le burn-out, elle s'arrête, et elle part d'Aubagne en Saône-et-Loire. Et on l'interviewe. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit, je revis, je fais que de la médecine, et c'est super agréable.
Voilà, comme mode d'exercice. Donc ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Hein. Donc, on a, et aujourd'hui, tous les éléments. Vous voyez, quand moi, il y a 20 ans, je proposais, dans ce type de réunion ou dans d'autres, surtout dans d'autres, les centres de santé, on me disait, oh là là, tu veux revenir à l'Union soviétique, tu veux tout étatiser, tu as vu ce que ça a donné, c'est pas la bonne solution. Voilà. Aujourd'hui, même les libéraux disent, ah oui, peut-être pour les jeunes, c'est bien les centres de santé, mais il faut quand même qu'on garde la médecine libérale, machin. Bon. Oui, ben, les vieux qui veulent garder la médecine libérale, ils garderont la médecine libérale, mais on mettra les jeunes autour de la table, parce que une des particularités de l'Union populaire, c'est qu'on ne va pas imposer. On va aller voir dans les territoires. Un territoire, c'est quoi? C'est un territoire de vie. C'est 50 000 à 150 000 habitants, peut-être un peu plus en ville. Hein, voilà, avec un hôpital, et on met les gens autour de la table, mais pas que les professionnels de santé, les citoyens aussi. Puis on voit quels sont les besoins dans ce territoire et comment on peut y répondre. Puis ensuite, on va voir les tutelles, eh bien, l'État, les agences régionales de santé, le financeur, et puis on voit comment on organise la réponse aux besoins. Voilà, on a besoin de démocratie qui parte de la base. Pas que ça soit imposé d'en haut. Voilà, c'est aussi ça la démarche qu'on préconise. Hein, et donc ça, c'est important. Donc, le centre de santé, avec un hôpital, et les mots ont leur importance, la particularité de la bande à Macron, c'est qu'ils pervertissent le vocabulaire. Ils nous parlent d'hôpitaux de proximité. Dans la loi Buzyn, on nous vend des hôpitaux de proximité. Ben, c'est quoi un hôpital de proximité dans la loi Buzyn? Il n'y a pas de service d'urgence, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de chirurgie. Alors, il reste l'EHPAD, et puis le soin de suite et réadaptation. Lui on a dit, ça, votre hôpital, c'est pas un hôpital, c'est un mouroir pour vieux. Voilà. Parce que nous, la logique, c'est quoi? C'est la logique de réponse aux besoins. Et la réponse aux besoins, quand on s'adresse aux professionnels, c'est que tout citoyen doit être à moins de 30 minutes d'un hôpital où il y a un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24. Et 30 minutes pas en hélicoptère, hein, par un moyen terrestre qui s'appelle la voiture. Donc on prend en compte la réalité. Parce qu'une demi-heure, dans le budget, vous voyez où c'est le budget, hein, surtout quand il y a de la neige, eh bien, parfois c'est peu de kilomètres. Quand on a la 4 voies en pleine, c'est plus facile. Donc on doit prendre en compte ces particularités géographiques. Et donc ça veut dire que ça ne peut pas être la même norme partout. On a un territoire très varié, la France. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faudra des mesures inégalitaires et des moyens supérieurs dans certains endroits pour respecter un principe constitutionnel qu'est l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Voilà, ça c'est très important. Et donc un hôpital de proximité, c'est un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, même s'il y a peu de passages la nuit. Parce que vous voyez, même s'il n'y a que 3 personnes qui viennent la nuit, si dans ces 3 personnes il y a un infarctus ou un AVC, s'il a plus de 30 minutes, eh bien c'est une perte de chance et c'est des morts évitables. Voilà, donc c'est 30 minutes. Donc c'est un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24. On ne peut pas nous vendre la chirurgie ambulatoire et dire que la chirurgie ambulatoire, il faut faire 50 bornes pour aller au CHU. Ah non, la chirurgie ambulatoire, ça c'est à proximité, c'est plutôt au chirurgien de se déplacer. Voilà. Et puis, on a fermé les maternités de proximité, puis on nous dit maintenant, ah, on va remettre en place l'accouchement à domicile, et puis des sous-maternités où il n'y aura que les sages-femmes. Attendez, pas sérieux ça. Voilà, il doit y avoir des maternités. Alors des maternités où il y a principalement des sages-femmes, oui, parce que dans 80% des cas, une sage-femme suffit pour faire l'accouchement. Et puis les 20% de femmes qui ont des grossesses à risque, on les dirige précocement vers la structure de référence. Et là, c'est pas un problème, y compris on lui paye l'hôtel pendant 15 jours avant l'accouchement si effectivement elle habite très loin. Et c'est ce qui se fait, vous voyez, en Norvège, en Suède, quand les gens sont très loin l'hiver, il n'y a pas de souci. Parce que là, la fermeture des maternités qu'on a eues en France, là, on est très inquiet, parce que la mortalité infantile, ce qu'on appelle la mortalité périnatale, augmente depuis plusieurs années. Alors ils vont chercher pourquoi. Moi je sais déjà pourquoi. C'est qu'on a détruit notre réseau de maternités de proximité. Et les grosses maternités, il y a des accidents dans les grosses maternités. Parce qu'on a dit, oui, il faut fermer les petites maternités parce qu'il n'y a pas la sécurité. La plus grosse maternité de Paris, qui est Cochin-Port-Royal, bah écoutez, il y a eu 2 accidents. On n'en a parlé que 5 minutes. Hein. C'est pas comme en province, ça fait, vous voyez, la une de la presse quotidienne régionale. À Cochin-Port-Royal, il y a une nuit, il y avait tellement d'accouchements qu'il y a une femme qui restait dans son box toute seule, elle a accouché, le bébé est tombé par terre. Voilà. Une autre qui est venue 2 fois de suite au 8e mois avec de la fièvre,
n'importe quel professionnel de santé, de l'aide-soignante au médecin, au 8e mois de la fièvre, on va être hospitalisé. Il n'y avait pas de lit, 2 fois on l'a renvoyée chez elle. La 3e fois, elle est venue, le bébé était mort. Voilà, Cochin-Port-Royal. Hein, ok. Donc les maternités comme Cochin-Port-Royal, qui sont là avec un plateau technique pour s'occuper des grossesses à risque, il ne faut pas qu'elles soient embolisées par des grossesses tout venantes. Autrement, c'est une catastrophe. Donc il faut rouvrir des hôpitaux de proximité et arrêter d'enfermer. Parce que là, le monde d'après, rien n'a changé. On continue à fermer les hôpitaux de proximité. J'étais avant-hier à Saint-Malo. Ils veulent reconstruire l'hôpital en fermant l'hôpital de Dinan. Voilà. Et des exemples comme ça, j'en ai partout. À Draguignan, j'y étais il y a 10 jours. Les urgences sont fermées à 20 h. Vous imaginez, Draguignan, il faut aller à Hyères ou à Toulon. C'est une catastrophe. Donc, il va bien falloir changer de braquet. Et donc, c'est ce qu'on propose dans le programme. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures et des heures. Il va falloir changer aussi la formation des médecins. Vous voyez que quand on se bat, on gagne, puisqu'on vient de gagner l'ouverture d'une faculté de médecine à Orléans. Mais il a fallu encore que ça soit des élus. Alors là, il y avait le président du conseil, la majorité de gauche du conseil régional de Centre-Val de Loire, et le maire LR, tendance un peu Zemmour, d'Orléans, qui mettent les pieds dans le plat en disant « On ne veut pas nous ouvrir une fac de médecine française à Orléans, je vais chercher la faculté de Zagreb, on va ouvrir une antenne de la faculté de médecine de Zagreb à Orléans. » Alors là, ça a quand même un peu bousculé. Finalement, Castex est venu à Orléans pour dire on va quand même ouvrir une fac de médecine pour les jeunes Français. Bon, pour pas qu'ils soient obligés d'aller à Zagreb pour se former. Mais vous voyez quand même, c'est quand même catastrophique. Et donc là, on nous a menti sur la suppression du numerus clausus. On n'a pas supprimé le numerus clausus, puisqu'on a dit il n'y a plus de quota national, aux universités de décider de leur quota. Et comme on ne donne pas d'argent aux universités, ils ne peuvent pas augmenter le nombre de médecins formés. Donc là, on a un petit peu augmenté le nombre de médecins formés. On va en former 10 000 par an, c'est-à-dire le même nombre qu'on en formait en 1975. Il y a un petit problème là. Voilà. Et puis, on vous dit, oui, on va former des super infirmières qui vont remplacer les médecins. Non, moi je suis pour qu'on forme des super infirmières pour faire un super boulot d'infirmière, mais pas pour former des médecins, pas pour remplacer des médecins. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça, c'est aujourd'hui. Dans l'Orne, comme il n'y a plus assez de médecins pour mettre dans les véhicules du SAMU, eh bien, si vous appelez le SAMU dans l'Orne aujourd'hui, vous voyez arriver une infirmière avec des protocoles. Eh bien ça, c'est plus qu'une médecine à 2 vitesses. Hein. C'est-à-dire que si vous habitez dans l'Orne, ben, c'est pas de chance pour vous quand même. Hein. Comme vous avez une maladie grave, vous appelez le SAMU. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est pas en remplaçant les médecins qui manquent par les infirmières qu'on réglera le problème, et surtout pas avec la télémédecine et les cabines Google dans les supermarchés Leclerc. La télémédecine, c'est un truc fantastique pour la transmission d'informations et pour avoir un avis supplémentaire pour améliorer la prise en charge du patient, mais pas pour remplacer le médecin qui manque. Vous voyez, moi, la télémédecine, c'est j'ai un problème de dermato, je prends la photo et je l'envoie à mon collègue dermato et je lui dis « Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il faut que je t'envoie le malade ou est-ce que tu peux me donner un conseil ?» Ça, c'est de la bonne télémédecine. J'ai un problème pour lire un scanner ou une IRM, je l'envoie à mon collègue radiologue. Et puis, on va initier le traitement plus tôt pour éviter que la personne reste paralysée. Ça, c'est de la bonne télémédecine. Mais c'est sûrement pas la télémédecine qu'on essaye de nous vendre, et surtout qu'on essaye de nous vendre avec une captation des données par Google et compagnie. Hein? Alors, ce qui est quand même intéressant, j'en reviens là au conseil de la CNAM. Au conseil de la CNAM, y compris le MEDEF, on a pu voter à l'unanimité une résolution demandant au gouvernement de ne pas prendre Microsoft pour gérer le fameux Health Data Hub. Ça fait mieux quand on dit comme ça, enfin, c'est la banque de données. Hein. Bon, et donc ils ont été obligés de reculer, pas complètement parce qu'on n'a pas l'outil, mais bon, les données sont gardées en Europe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, centre de santé, hôpital de proximité, et puis CHU, mais CHU, pas dans la dérive que l'on connaît ces dernières années. Vous avez tous entendu parler avec le professeur Raoult des IHU, Instituts hospitalo-universitaires. Eh bien ça, c'est la concentration de la recherche dans quelques grandes métropoles et l'atrophie des petits CHU de province. Parce que, sortie des métropoles pour M. Macron et ces gens qui n'ont pas de pays, il n'y a rien qui existe. Et donc, ça veut dire que les petits CHU de province qui ont été créés par la planification gaulienne dans les années 60-70
de Brest, Rennes, Rouen, Amiens, Reims, etc., tout ça, il n'y aura plus de recherche. La recherche sera concentrée dans 10 villes, 10 grandes villes, hein, c'est-à-dire Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Montpellier, et puis le reste, on va désertifier. Voilà. Donc vous voyez que tous ces éléments-là, ils sont importants à prendre en compte parce que la santé en tant que telle et l'organisation du système de santé, c'est aussi de l'aménagement du territoire. Hein. C'est qu'on puisse avoir les mêmes moyens partout. Hein, et pas concentrer tout dans les métropoles. Et c'est anti-écologique de tout concentrer dans les métropoles. Si on veut que les gens puissent vivre bien dans des villes de province, il faut qu'il y ait un hôpital, il faut qu'il reste une gare, il faut qu'il y ait un lycée, voilà. S'il n'y a plus rien, eh ben, c'est plus possible. Hein. Et alors, parce que le temps passe, la sécurité sociale. La dette qu'on va laisser à nos enfants. Vous savez, la dette qu'on va laisser à nos enfants. Alors d'une part, la dette qu'on va laisser à nos enfants, il y a une grande escroquerie intellectuelle. Parce que comparer le budget de l'État à un budget familial, écoutez, moi je ne suis pas un grand expert en termes d'économie, mais quand même, je me renseigne. Il y a une grande différence entre un État et une famille. C'est-à-dire que hormis quelques cas particuliers, j'ai rarement vu des familles qui fabriquaient des billets dans leur cave quand ils en avaient besoin. Eh oui. Et les États, ils créent de la monnaie. Hein, donc la dette, c'est pas la même chose. Hein. La dette, on peut en avoir et qui court, vous savez, la dette napoléonienne contractée par l'Angleterre pour battre Napoléon, hein, eh bien, ils ont fini de la payer dans les années 50. Vous voyez. Donc, hein, voilà. Donc, non, la dette en tant que telle, c'est pas ça le problème. C'est la répartition des richesses. Est-ce qu'on consacre plus pour la santé, pour l'éducation, ou plus pour ceux qui achètent des yachts, des Maserati, des Bentley et qui s'envoient dans l'espace parce que c'est bien d'aller dans l'espace avec une petite fusée. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de déficit de la sécurité sociale, il n'y a pas de déficit à combler, il y a un manque de ressources. Voilà, point à la ligne. Donc la question après, c'est pas forcément avec guichet ouvert, mais il faut qu'on sorte de ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire le fait qu'on nous dit en début d'année, vous avez tant à dépenser, quel que soit ce qui se passe. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut que l'on revienne d'abord à une sécurité sociale qui prenne en charge l'ensemble des soins, l'ensemble des besoins de santé, qui ne sont pas que des soins, l'ensemble des besoins de santé. D'ailleurs, une des propositions qu'il faut qu'on travaille à la France Insoumise, c'est remplacer l'appellation assurance maladie par assurance santé. Voilà. Parce que ça serait, oui, c'est une autre vision de ce que va être la santé, c'est le physique, le psychologique et le social. Et c'est pas d'un côté la prévention, de l'autre côté le soin, mais quand vous, voilà, c'est lié. Et donc, eh bien, c'est une seule sécurité sociale qui collecte des cotisations, qui a des ressources et qui prend en charge et qui paye l'intégralité des besoins de santé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers une extension des assurances maladies complémentaires. Ne parlez plus de mutuelles. Assurance maladie complémentaire. Hein. Et l'assurance maladie complémentaire, il y a eu un débat là avec le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, dans lequel je siège aussi. Et donc, on a dévoyé une des pistes qui était proposée, qui était l'extension du champ de la sécurité sociale. Alors bien sûr, dans ce rapport, on parlait d'un panier de soins, il y avait le problème du financement par l'impôt, etc. Mais extension du champ de la sécurité sociale. Vous voyez, c'est important. Et personne n'est allé voir la quatrième option, qui était quoi? Qui était l'option américaine. C'est-à-dire une sécurité sociale CMU et tout le reste de l'assurance. C'est une des propositions. Hein. Oui, bon. Alors que l'extension du champ de la Sécu, aujourd'hui on a des arguments. La sécurité sociale rembourse aujourd'hui 75% des dépenses et a des frais de gestion inférieurs aux assurances maladie complémentaires qui remboursent que 15% des frais de gestion, les 15% des dépenses. Donc, vous voyez, donc plus vous multipliez les financeurs, plus vous multipliez les frais de gestion, et les frais de gestion, ça ne sert pas pour payer eh bien, les dépenses de santé. Donc, si on a une seule sécurité sociale qui est collecteur unique et payeur unique, on simplifie les choses. Et il y a besoin d'une seule carte, votre carte vitale. Voilà. Hein?
Et j'en reviens à nos centres de santé. Carte vitale, centre de santé, professionnel salarié, vous venez avec votre carte vitale, et puis vous avez ce qu'on appelle le tiers payant, vous n'avez rien à avancer. Et puis comme les médecins, les infirmières, les kinés, ils sont salariés, il n'y a plus de dépassement d'honoraires. Autre revendication quand même. Vous voyez, hein, plus besoin de ce secteur-là, ils sont salariés. Et donc, la sécurité sociale, sur la question de l'équilibre des comptes et des ressources. Eh bien, ce qui est proposé aujourd'hui comme piste, et qui existe aussi, on n'invente rien, il y a un modèle en France qui se passe de l'assurance maladie complémentaire, que l'on connaît tous et qu'on veut généraliser là, dans les entreprises et même dans le secteur public, c'est l'Alsace-Moselle, le régime particulier. Le régime particulier de l'Alsace-Moselle, écoutez, l'État, il fait son boulot, il a fixé une borne haute et une borne basse dans lequel peut évoluer le niveau de cotisation. C'est entre 0,85 et 2,5%. Eh bien, le régime particulier aujourd'hui, enfin l'an dernier, il équilibrait ses comptes pour rembourser 92% des dépenses de santé avec une cotisation de 1,5%. Et là, comme ils ont moins dépensé l'an dernier, ils l'ont abaissé à 1,4 cette année. Et puis si demain, il faut la remonter à 1,5 ou 1,6, pas de problème. Vous voyez, donc la question, c'est de moduler le niveau des ressources en fonction des dépenses de l'année N-1 et pas être en permanence avec cette épée de Damoclès du déficit par manque de ressources qui impose en permanence des plans d'économie qui se traduisent forcément par des réductions d'effectifs puisque 70% des dépenses dans les hôpitaux, ce sont les emplois. Et donc je termine là-dessus parce que j'arrive au bout de mon temps de parole. Les mesures immédiates pour soulager l'hôpital. Parce que ça, vous pouvez dire, oui, mais c'est compliqué, supprimer les assurances maladie complémentaires, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais quand même, si on trace la piste, ça peut aller très vite. Mais là, on a des besoins immédiats. Déjà, on supprime les exonérations de cotisations sociales qui n'ont jamais créé d'emploi. Hein? Bon, ça ne va pas nuire aux entreprises parce que, quand même, celles qui en profitent le plus de ces exonérations, c'est les grandes entreprises. Et là, cette année, les bénéfices ont quand même explosé. Hein? Donc, on ne va pas les mettre sur la paille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour les hôpitaux, on peut dégager immédiatement 5 milliards d'euros en supprimant un impôt qui est prélevé sur l'hôpital, donc sur l'argent de la sécurité sociale, donc sur nos cotisations, qui s'appelle la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires, c'est quoi? C'est en fait une taxe qui a été créée après qu'on ait mis en place la TVA. La TVA pour le secteur marchand, et pour le secteur non marchand, la taxe sur les salaires. Donc c'est un impôt qui est prélevé par l'État. On parle beaucoup de supprimer des impôts. Voilà, bon, eh bien, banco. C'est un impôt injuste, on supprime. Il faut équilibrer les comptes. Ben, on rétablit l'impôt sur la fortune, et la taxe sur les salaires, c'est 4 milliards, l'impôt sur la fortune, c'est 4 milliards, vous voyez, on peut tout à fait équilibrer les comptes. Alors c'est un peu simpliste, mais quand même, ça parle. Et l'autre élément, c'est que vous avez tous entendu dans les médias que le gouvernement reprenait la dette des hôpitaux. Alors, ils en reprennent un tiers. Déjà, pourquoi qu'un tiers? S'il y a une dette qui plombe les comptes, il faut reprendre la totalité. Donc nous, ce qu'on proposait, c'était que l'ensemble de la dette soit reprise dans ce qu'on appelle une structure de défaisance, comme ça a été fait pour Réseau Ferré de France, hein, les investissements SNCF, pour pouvoir repartir à zéro dans de bonnes conditions et pouvoir de nouveau investir. Eh bien là, on n'a appris qu'un tiers. Et quand on ne reprend qu'un tiers, c'est pour... c'est pas aussi simple que ça, puisque les hôpitaux étant la plupart en déficit et ayant des dettes, on leur dit, ouais, on vous reprend la dette, mais il y a un plan de retour à l'équilibre. Alors le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les hôpitaux payent simplement un intérêt de la dette, 1 milliard d'euros par an, voilà, qui vont alimenter les bénéfices de la BNP, etc. Et j'en reviens à ce que je vous disais sur la Caisse des dépôts. Avant, les hôpitaux ne s'endettaient pas de cette manière-là, puisqu'on subventionnait leurs investissements et ils pouvaient faire des emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans lesquels normalement est placé l'argent qu'on a, nous, nos économies sur nos livrets de caisse d'épargne. Hein. Et donc, il y avait des prêts sans intérêt, avec un intérêt juste de gestion, sur 50-60 ans.
Voilà. Alors que là, la dette des hôpitaux, vous avez l'hôpital de Juvisy qui avait emprunté en ce qu'on appelle les emprunts toxiques, indexés sur le franc suisse, et les intérêts étaient montés jusqu'à 20% par an. Donc quand vous payez 20% d'intérêts par an, vous voyez que ça fait un gros trou dans votre budget, hein, quand même. Donc on propose que la dette des hôpitaux soit reprise en intégralité par l'État et que les hôpitaux puissent recommencer à investir. Et puis j'en termine sur ce qui nous préoccupe, mais qui en donnera quelques éléments. C'est la dernière revendication que l'on a, l'arrêt des restructurations des fermetures de lits dans des opérations comme Juvisy-Orcel-aux-Jumeaux, dont un des hôpitaux, parce que quand même, vous avez parlé de Corian au début, il y a un des hôpitaux là qui vient d'être vendu à Corian sur les 3. Ok. Voilà. Donc on vend du public au privé, enfin c'était du parapublic, mais enfin, c'était pas privé à but lucratif. Là, ça, on vend quelque chose qui n'était pas à but lucratif à une entreprise privée à but lucratif. Pour nous vendre un hôpital au milieu de nulle part, c'est pas la seule opération, il y a l'hôpital Nord aussi, hein, avec la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon. C'est-à-dire que là, il faut qu'on remette, bon, il y a des comités de défense qui se battent, etc. Mais on est dans une nouvelle période politique. Le monde d'après ne peut pas être le monde d'avant. Donc on demande, sur la base de ce qu'on a connu avec la crise et du manque de lits dans les hôpitaux, qu'il y ait donc un moratoire sur tous les projets de restructuration. Et on se met autour de la table et on écoute les citoyens sur leurs besoins. Et les besoins, c'est d'avoir des hôpitaux de petite taille, de proximité, avec un plateau technique. Et quand on habite ici et qu'on a un problème grave, ben on peut accepter d'aller dans Paris, dans l'hôpital qui va faire la greffe cardiaque, la greffe de foie, voilà. Mais en proximité, il faut qu'on garde des hôpitaux en centre-ville qui puissent prendre en charge la quasi-totalité des soins, hormis les soins les plus aigus. Parce que le problème de ces restructurations, non seulement on éloigne les hôpitaux des centres-villes, mais ils ont une logique qui n'a pas changé. C'est 1 + 1 doit toujours faire moins que 2. Voilà. Et quand on chiffre, c'est toujours au minimum, on supprime 20% des lits en nous vendant l'ambulatoire. Et avec un ministre, M. Véran, alors celui-là, j'en ai jamais vu comme ça, hein, interrogé par un député, il explique qu'il n'y aura pas de suppression de lits. Il n'y aura pas de suppression de lits dans ces restructurations parce qu'on va créer des hôtels hospitaliers. Alors c'est quoi l'hôtel hospitalier? On ne vous garde pas à l'hôpital, on vous envoie à l'hôtel en face. Hein, comme ça, c'est vous qui vous payez votre chambre et tout. Hein. Mais quand même, on ne peut pas vous renvoyer à la maison parce que vous avez peut-être besoin de soins. Il faut peut-être revenir le lendemain quand même pour voir. Et puis s'il y a un problème, vous appelez le SAMU, puis le SAMU vient chercher à l'hôtel, puis vous ramène aux urgences. Quoi. Hein, bon. C'est se foutre de la gueule du monde. Voilà. Si on a besoin de soins, on doit être à l'hôpital, dans un lit, avec du personnel qui nous surveille. Et s'il y a besoin d'un examen en urgence ou d'une prise en charge en urgence, on est déjà dans l'hôpital, on n'est pas à l'hôtel. Donc il arrive un moment donné, eh bien, il va falloir vraiment changer radicalement les choses dans le domaine de la santé. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la crise a montré qu'on avait raison, qu'aujourd'hui, avec le scandale des EHPAD, mais qu'on a préparé, hein, le scandale des EHPAD, ça ne vient pas de là, hein, le bouquin de Victor Castanet, ça fait 3 ans que la CGT, on travaille avec lui pour faire les interviews, etc., que la stagiaire qu'on avait infiltrée, nous, et qui a enregistré des heures et des heures du comité de direction, ils ne s'en sont pas rendus compte. Nous aussi, on s'est infiltrés, voilà. Donc on a aujourd'hui, la vie nous a donné raison, et donc la question maintenant, c'est qu'on se bat sur le terrain, les personnels, les citoyens dans les comités de défense. Maintenant, il faut qu'on ait le relais politique. Et le relais politique, ça peut être que, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, président de la République, et un gouvernement qui mettent en œuvre le programme dont on a tracé les grandes pistes. Mais j'insiste, c'est les grandes pistes d'un programme. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera de mettre les citoyens en tas pour travailler aux transformations ensemble. Parce que moi, je commence à avoir des cheveux blancs, comme Philippe. La grande erreur qu'on a fait en 81 pour les plus anciens, c'est que on a été à la Bastille, bravo, on a gagné.
puis après on nous a dit, oh là là, faut pas trop manifester, faut pas trop monter en créneau parce que ça va gêner les ministres au gouvernement. Non, 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 non. Quand il y a des ministres au gouvernement, même si ça peut être des amis, il faut continuer de manifester, il faut continuer de revendiquer, parce qu'autrement il n'y a rien qui se passe. Bravo, monsieur le ministre, je serais tenté de dire. Hein. Vous voyez qu'on est prêt à créer un gouvernement. Et tu as raison de dire qu'on sera au second tour. Tu as raison de dire que Jean-Luc a ses chances d'être président de la République. Et vous voyez, on a la démonstration qu'on est capable de mettre en place un gouvernement. En tous les cas, pour ce qui est de la santé, vous avez pu suivre un échange. Et sachez que par notre programme, évidemment, quelles que soient les thématiques qui sont avancées, on a des femmes et des hommes qui sont capables, en effet, de faire preuve de cette générosité dont tu as fait part, par ton expérience, grande expérience, mais aussi par ta volonté de pouvoir nous faire profiter de ton expérience à tous. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que les deux qui doivent passer les micros, que je sache qui c'est Olga, voilà, donc, et Miloud. Donc, par des interventions courtes, si vous le pouvez, hein, de telle manière qu'on puisse tous échanger. On voudrait prendre une série de questions ou d'interventions, peut-être pas plus de 3 ou 4 pour commencer, de telle manière que tu puisses répondre, si tu souhaites réagir tout du moins. Hein, et puis ensuite, on refera une deuxième série de questions. Oui, et qu'on puisse voilà. voir aussi un petit peu le bilan de la lutte sur les hôpitaux. Voilà, donc on va laisser peut-être, si jamais il y a des questions, on va laisser peut-être quelques questions. On va essayer d'alterner hein, une femme, un homme, si vous pouvez. Et puis ensuite, en effet, on te passera la parole. Je souhaiterais te passer la parole pour que tu puisses nous faire un petit point sur ce qui est des hôpitaux locaux. Et pas à proximité, tel qu'on pourrait l'entendre. Voilà. Alors n'hésitez pas à lever la main, si vous le souhaitez. Je vais premier à poser une question. Je garde le micro. Ça va durer 1 minute, ne vous inquiétez pas. À Bretigny, dans le comité local d'Union populaire, nous avons élaboré un tract sur la santé, et pour appeler bien sûr à voter Jean-Luc Mélenchon. C'est un tract qui fait l'historique de toutes les attaques contre l'hôpital depuis 1981, à travers tous les gouvernements, du nom de la gauche, de la droite, les écologistes au passage, etc. Et avec une courbe extraordinaire de diminution des lits d'hôpitaux, avec une régularité impressionnante, voilà, et qui se conclut parce que c'est justement parce que nous voulons rompre avec cette dynamique qu'on a depuis 40 ans, et Mélenchon incarne aujourd'hui cette volonté de rupture avec tout ce qu'on a subi depuis 40 ans. Donc c'est très, j'en ai quelques dizaines. Ceux que ça intéresse, c'est à leur disposition. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Une question? Je ne sais pas si c'est une question. Tu me tiens le micro? Moi c'est par rapport à... Il faut que je comprenne par rapport à la sécurité sociale et aux recettes de la sécurité sociale. Je constate depuis des années que nous sommes tenus, puisque la sécurité sociale, au fur et à mesure, rembourse de moins en moins, nous sommes plus ou moins tenus de payer des mutuelles. Est-ce que l'on ne pourrait pas... Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas certaine de bien avoir compris. Moi, j'en serais pour demander une énorme ou une grande sécurité sociale, comme tu disais, qui soit étendue, et que nous n'ayons plus à payer. C'est ça que tu as dit, hein. Donc il fallait que je le comprenne bien, pour en avoir la certitude. Parce que si vous voulez, là, bon, quand vous êtes retraité, quand vous avez changé de mutuelle, tous les ans aujourd'hui, on vous le supprime. Enfin, je pense qu'on a un travail énorme à faire. Donc, c'est comment faire appréhender cette revendication, comment la positionner pour que les sociales est en déficit. Ce qu'on ne leur dit pas, c'est que les néolibéraux ne veulent plus qu'on ait la sécurité sociale parce que c'est une manne financière. Je ne sais pas, c'est pas 144 ou 145 milliards par an. Il me semble que c'est à peu près ça, les revenus de la sécurité sociale. Et pour eux, ce n'est pas possible que nous en soyons détenteurs. Donc faisons travailler là-dessus, mais c'est un travail, je ne
peux vous dire qu'il est long, il va être long, parce que moi j'ai commencé à le faire comme beaucoup d'autres. Et quand on fait comprendre aux gens que quand on paye, par exemple, je veux dire à n'importe quoi, hein, pour un couple 180 € de mutuelle par an, par mois, pardon, on changerait, ça fait un taux. Et ce taux-là, on peut le diminuer, le mettre à la sécurité sociale, ça fait des énormes recettes pour la sécurité sociale, et automatiquement, on serait mieux, les prestations seraient meilleures. Voilà. Merci. Bon, je ne sais pas si j'ai dit. En fait, c'est plutôt une question, plutôt une réponse en fait. Cette intégration de la prévoyance privée dans la sécurité sociale, on l'a juste déjà fait en 46-47. C'est exactement ça qui s'est passé. Regardez La Sociale, le film de Gilles Perret. En 46-47, il y avait des caisses de partout qui faisaient de la prévoyance, de la vieillesse, de la santé. Elles ont quasiment toutes été rassemblées dans la sécurité sociale et on a eu la sécurité sociale. Donc on l'a déjà fait, on n'a plus qu'à le refaire. C'était pas aussi simple que ça. Oui. Oui, c'est pas tout à fait. C'était les fondements de la sécurité. Oui, après, il ne faut pas toucher. Oui, je voulais simplement dire que je ne suis pas un spécialiste de la santé. Ce que je vois, c'est qu'il y a des choses que la plupart des gens ne comprennent pas, ne voient pas, parce que je pense que la communication, les journaux, la télé, n'appartiennent pas à ceux qui voudraient parler. Donc, si vous voulez, c'est un peu périphérique avec ce qui nous occupe, mais votre message, là on est entre nous, mais il semblerait que si on n'a pas les moyens de communication qui sont détenus par des milliardaires qu'on connaît bien, on ne pourra pas beaucoup plus avancer. Donc, à ce problème-là et à d'autres luttes, il faut penser à être propriétaire de la communication. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui. Censurer les médias qui sont... Oui, pour répondre un petit peu là-dessus, pour préciser un peu les choses concernant la sécurité sociale intégrale, unique. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut qu'on aille vers une extinction des assurances maladie complémentaires, qui sont le cheval de Troie pour tuer la sécurité sociale. Donc c'est bien une seule cotisation, et même c'est revenir en arrière, parce que la sécurité sociale telle qu'elle était prévue par le programme en 1945 n'a jamais été réellement mise en place. Et ensuite, on l'a démantelé en partie, parce qu'on a créé les branches, et les branches étaient pour opposer financièrement la vieillesse, la maladie, etc. Alors qu'avant, c'était des prestations. Il y avait une seule cotisation, et il y avait une prestation maladie, une prestation vieillesse, une prestation familiale. Okay, et puis les accidents du travail. Donc là, ce qu'on propose, nous, c'est qu'il y ait une seule sécurité sociale qui prenne en charge l'ensemble de ses besoins, y compris, là, on n'a pas besoin de cette fameuse 5e branche. L'autonomie dépend d'une dégradation de l'état de santé. Donc ça doit être dans la branche maladie qu'on propose de faire évoluer vers une branche santé, enfin une prestation santé, pas une branche, une prestation santé. L'autre chose que l'on réclame dans notre programme, c'est le retour à des élections avec des conseils d'administration pour que la sécurité sociale soit gérée par ceux qui cotisent, par les cotisants, parce qu'il n'y a pas de cotisation salariée et de cotisation employeur. C'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque. C'est ce qu'on appelle le salaire socialisé. Si effectivement les dépenses de santé étaient un problème dans un pays, mais les États-Unis seraient en faillite. Les dépenses de santé aux États-Unis sont 50% supérieures à ce qui existe en France. Nous, on a 12% du produit intérieur brut. Les États-Unis sont à 17%. Mais simplement, eux, le différentiel, c'est quoi? C'est le business. C'est les assurances privées, les cliniques privées, etc. Donc la question, elle est bien pour les libéraux de faire basculer le maximum des ressources affectées aujourd'hui à la santé dans un système collectif et solidaire,
de les faire basculer vers le marché. Voilà. Les dépenses, l'ensemble des dépenses de protection sociale en France, c'est 700 milliards d'euros, un tiers du PIB. Un tiers du PIB. C'est 700 milliards. 700 milliards. Si on en fait basculer 200 milliards dans le secteur marchand, avec une rentabilité à 10%, c'est 20 milliards de bénéfices. Voilà. Donc, il faut être clair, c'est ça leur objectif. Et donc, il faut expliquer aux gens, les médias, oui, mais là où on explique, c'est en famille, autour de la machine à café, dans des débats comme ça, l'éducation populaire. Hein. Il faut faire la pédagogie de la fiche de paye. Un smicard aux États-Unis, il va vous dire qu'il gagne 2000 €. Parce qu'il gagne, les 2000 € qu'on a nous, coût total employeur. Et à lui de se payer son assurance santé et son assurance vieillesse. Comme il dépense tout pour bouffer, pour se loger, eh bien, il ne peut pas se payer l'assurance santé et puis il ne peut pas se payer l'assurance vieillesse. Je peux vous donner mon exemple, l'exemple familial. J'ai ma frangine qui est partie babacool au début des années 80 aux États-Unis. Elle est toujours babacool aujourd'hui à San Francisco. Elle est serveuse dans un restaurant pour payer les études de sa fille, parce que là-bas les études sont payantes aussi, parce qu'ils ont fait basculer aussi le secteur de l'éducation dans le secteur marchand. Pour payer les études de sa fille, elle a arrêté pendant 3 ans son assurance santé. Elle n'avait plus l'assurance santé. Voilà, c'est ça la vraie vie. C'est ça qu'il faut qu'on dise autour de nous dans la famille. Parce que les médias, ils raconteront toujours la même chose. Rappelez-vous Maastricht, à 90%, ils nous disaient ce qu'il fallait voter. Et puis finalement, le débat s'est tenu différemment, hors des médias. Et puis, le résultat était là quand même. Et donc, c'est du bon sens. Ce qu'on y voit, ce que j'essaye de vous transmettre, c'est que ce n'est pas une affaire de spécialiste, la santé. C'est du bon sens. Il faut expliquer les choses simplement. Ce n'est pas des grands programmes. Vous voyez, c'est aujourd'hui, ce qu'on propose, ça paraît tellement logique qu'on se demande pourquoi ce n'est pas fait. Voilà. Mais parce qu'il n'y a pas la volonté politique de le faire. C'est une question de volonté politique. Attends, je vais profiter. On a la chance d'avoir Mike qui nous fait un live Facebook. Et là, je sais que tu as des gens d'outre-mer qui nous regardent. Et oui, je vais leur faire un petit clin d'œil quand même, au passage. Et donc, je voudrais poser une question. Il y a plus de 500 personnels de santé qui ont entendu, comme nous, qu'en effet, le pass vaccinal, le 14 mars, et ainsi de suite. Sauf que là, ça fait des mois qu'ils ne sont pas payés. Et pour autant, il va y avoir des sanctions bien plus graves qui vont tomber. Toi, on va rentrer dans une période de fiction. Et toi, en tant que ministre, qu'est-ce que tu ferais? Quel est le message que tu leur porterais? Parce que là, ils te regardent. Et quel message le message aujourd'hui, il est clair. On manque tellement de personnel de santé que vacciné ou non vacciné, il faut que tout le monde soit au boulot. Et au niveau médical aujourd'hui, la sécurité, c'est plutôt quelqu'un de non vacciné que l'on teste avant qu'il vienne au boulot qu'un vacciné qu'on ne teste pas, puisque le vaccin n'est pas un très bon vaccin, puisqu'il protège contre les formes graves et ne protège pas contre la transmission. Voilà, donc il faut être clair. Après, il faut qu'on mène un débat serein sur avantages, inconvénients de la vaccination. Voilà, mais le débat là-dessus, c'est aussi un débat qu'on doit mener sur les laboratoires pharmaceutiques, sur leur refus d'ouvrir les brevets, et sur le fait qu'ils nous vendent des vaccins à des tarifs honteux. Juste un petit chiffre quand même. AstraZeneca, c'est un bon vaccin. C'est Pfizer qui a monté l'affaire des effets secondaires, parce qu'il voulait prendre le marché, parce que AstraZeneca est un petit peu moins bon que Pfizer, mais s'il était aussi mauvais que ça, ils seraient tous morts en Grande-Bretagne. Ils ont tous été vaccinés avec l'AstraZeneca. La grosse différence, c'est que Boris Johnson, tout chevelu qu'il est, lui il a négocié, parce que comme c'est l'université d'Oxford qui a participé aux études, le contrat avec AstraZeneca, c'était prix coûtant. Donc la vaccination par AstraZeneca, elle coûte 4 €. La vaccination par Pfizer, c'est 40 €. Eh bien, le vaccin, il n'est pas 10 fois plus efficace. Pfizer, on se fait gravement arnaquer par Pfizer. Et ça aussi, ça participe au fait qu'il y a des gens qui considèrent qu'on s'est fait arnaquer par les labos. Et comme il y a une forte suspicion vis-à-vis des labos aujourd'hui, et qui est légitime, parce que, objectivement, ils nous vendent des produits qui n'ont peu d'intérêt au niveau médical, mais ils font une énorme publicité pour vendre des médicaments plutôt qu'on utilise d'autres moyens pour soigner les gens, parce qu'il y a des très bons médicaments, mais il y a des médicaments aujourd'hui qu'on devrait retirer du marché
parce que le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur de ces médicaments. Mais on les laisse sur le marché parce que c'est du business. Et ça, ce débat, si on ne l'a pas, on ne pourra pas mener le débat sur la question des vaccins et continuer à discuter avec les anti-vaccins pour qu'on puisse trouver une solution sans qu'on soit dans l'imposition et dans le rejet et l'exclusion, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Madame d'abord. Oui. Il y a une dame. C'est bon? Allez-y. Oui, bonsoir à tous. Alors à propos de vaccins, vous avez dit que oui, qu'il y a des vaccins mieux que d'autres, etc. Mais peut-on savoir ce qu'il y a dans ces fameux vaccins? Est-ce que c'est légal d'obliger des soignants à se faire injecter un produit qui est en phase 3, en phase expérimentale? Est-ce que légalement, on a le droit de faire cela? On va poser d'autres questions, je répondrai. Moi, c'est plutôt une remarque qui va rebondir sur le bon sens et aussi sur les vaccins. C'est à propos de la confiance. Apparemment, en France, on est un très grand consommateur d'antidépresseurs. Et je prends mon cas personnel, jusqu'à il y a quelques années, bizarrement avant que je m'intéresse au programme de Jean-Luc, on prend plutôt des antidépresseurs et on renonce à se soigner. Parce que la confiance dans les libéraux, elle est quasiment nulle. Moi, j'ai l'exemple de mon dentiste qui refuse de me faire des soins corrects, simplement pour pouvoir me revoir jour après jour et me refaire plusieurs petits soins et ne pas me contenter. On est toujours sur un concept vraiment capitaliste et la santé devrait sortir de ce système où on recherche toujours de l'argent. Je ne sais pas, il y a plusieurs pistes à explorer, comme le plafonnement d'une foultitude d'actes médicaux ou une rémunération plus juste, mais essayer d'expliquer à l'échelle nationale que la santé n'est pas faite pour faire de l'argent. Il y a beaucoup d'autres points pour pouvoir s'enrichir. Les médecins prêtent un serment, ce n'est pas celui de s'enrichir. Je ne suis pas contre le fait de vivre décemment, rembourser les emprunts qu'on a pu faire pour les 7, 8, 9, 10 années d'études, les appareils médicaux qu'on doit acheter, mais il y a aussi un point essentiel, c'est que la santé n'est pas faite pour faire de l'argent. La santé, à la limite, elle doit même coûter à l'État. C'est le principe. Merci. C'est peut-être... Oui, moi je voulais intervenir pour faire un petit peu un point sur ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours aujourd'hui au niveau local, notamment dans le nord de l'Essonne. Donc c'est un petit retour en arrière qui aboutira à la même conclusion que celle de Christophe, à savoir qu'il va falloir peut-être dégager ces équipes qui sont dans un déni de démocratie totale et dans un déni des besoins réels des populations. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nord-Essonne? Dans le Nord-Essonne, il se trouve qu'il y avait 3 hôpitaux, alors de proximité, enfin 3 vrais hôpitaux, avec des urgences, etc., maternité, urgences et blocs opératoires, Juvisy, Longjumeau et Orsay, que ces hôpitaux étaient assez bien répartis géographiquement sur le Nord-Essonne pour répondre aux besoins des gens et des patients et de ceux qui devaient, et des familles qui doivent aller leur rendre visite, et qu'un beau jour, un certain M. Sarkozy est allé, après son retour des États-Unis, où il s'était pris pour un homme américain, et est allé sur le plateau de Saclay. Le plateau lui a plu, il y avait déjà quelques grandes écoles, quelques cerveaux qui étaient rassemblés, et il a voulu en faire sa Silicon Valley, donc son joujou pour jouer à l'homme américain. Et du coup, la question s'est posée de financer un hôpital de prestige sur le plateau de Saclay. Comment allait-on trouver l'argent? C'est pas très compliqué. On trouve l'argent en sacrifiant les 3 hôpitaux de proximité, puisque bon, ces hôpitaux concernent une population moyenne qui n'a pas l'aura des populations avec des grands cerveaux sur le plateau de Saclay, qui n'a pas non plus cette visibilité. Et donc, le plan qui a été élaboré en haut lieu, ça a été un plan de dépouillement systématique des 3 hôpitaux au fil des ans. C'est-à-dire qu'on a commencé, alors en 2008, donc ce sont des luttes qui remontent à un certain temps déjà. Donc nous, le comité de défense des hôpitaux du Nord-Essonne, on a commencé par se battre sur la maternité de Juvisy,
disparu en 2008. Ensuite, donc ça a commencé par l'hôpital de Juvisy. Ensuite, c'est le bloc de chirurgie qui a disparu. Puis, on a vu le même genre de choses se produire sur Longjumeau et sur Orsay, avec en même temps une campagne de dénigrement de ces hôpitaux, parce que, évidemment, on n'allait pas redonner de l'argent à ces hôpitaux pour que les locaux soient entretenus, on n'allait pas remettre du personnel supplémentaire, puisque la doxa, l'opinion générale de nos politiques jusqu'à aujourd'hui, c'est que finalement tous ces services publics, parce que c'est ce que je dis là, c'est vrai pour l'hôpital, mais c'est vrai aussi pour l'éducation, c'est vrai aussi pour les transports, c'est vrai aussi pour la justice, tous ces services publics ne valent pas la peine s'ils ne sont pas rentables. Donc, alors que service public et rentabilité, ce sont des termes qui ne vont pas ensemble. Hein. Bon. Donc, on a décidé qu'on allait carrément rayer de la carte ces 3 hôpitaux, c'était le plan d'origine, les détruire et vendre les terrains qui en général étaient bien placés. Hein. Juvisy, c'est au centre-ville, à Orsay, c'est très bien placé aussi, Longjumeau aussi, les revendre à des promoteurs immobiliers. C'était ça le plan d'origine. Alors, heureusement, on est arrivé dans la bataille et on a étudié ces plans et on a dit à la population, on a informé la population de ce qui se passait, ce qui a entraîné un certain nombre de réactions, et on a limité un petit peu les dégâts. Il n'empêche que, je vais rapidement à la suite, hein, puisque le même phénomène s'est passé sur Longjumeau et sur Orsay, hein, suppression de la maternité à Longjumeau, suppression de services, Orsay, suppression du service d'urgence pédiatrique encore récemment. Bon, donc on a réussi à limiter les dégâts au sens où à Juvisy, dont les terrains devaient être cédés pour une opération juteuse à Kaufmann & Broad, on a stoppé cette opération. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve, malgré la pandémie, malgré le fait que ces 3 hôpitaux ont rendu d'énormes services pendant le Covid, ont tous les 3 accueilli des dizaines de patients Covid, les ont soignés, les ont tirés d'affaire et ont donc montré qu'il restait de vrais hôpitaux de proximité, qui n'avaient pas oublié ce que c'était que le soin aux malades, hein, indépendamment des conceptions high-tech de l'hôpital de Saclay. Malgré tout ça, l'hôpital de Juvisy vient d'être vendu cette année à Corian, donc c'est l'autre leader, il y a Orpea et il y a Corian, pour faire un EHPAD à but lucratif. Alors on va garder des urgences, mais même pas 24 heures sur 24, et en fait ce ne sont pas de vraies urgences, c'est un centre de tri avec un montage financier tout à fait bizarre. Voilà, c'est pour dire qu'on a réussi à faire passer les infos, on a réussi à montrer qu'on organisait l'inégalité d'accès aux soins sur le territoire sciemment, parce qu'il avait été décrété que pas un sou de l'État n'irait financer l'hôpital de Saclay, et que donc en mutualisant les hôpitaux et en faisant un groupement hospitalier du Nord-Essonne, où on y intégrait Juvisy, Orsay, Longjumeau et le futur hôpital de Saclay, on mutualisait les finances des 3 hôpitaux et les bénéfices qui étaient retirés quand même de ces 3 hôpitaux allaient abonder, allaient financer la construction de Saclay. C'était ça le plan. Bon, ça ne se passe pas comme ça parce qu'ils avaient beaucoup sous-estimé le coût de l'opération, mais c'était ça le plan d'origine. Moyennant quoi, quand on fait un regroupement comme celui-là, Christophe l'a un peu dit tout à l'heure et je le reprends, ce sont des opérations qui se font sur toute la France. On fait un hôpital loin, dans un endroit parfois urbanisé, mais pas toujours. Oui, mais c'est au détriment de ces hôpitaux et ça permet des mouvements d'argent, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je suis un tout petit peu longue. Oui, je vais essayer d'aller plus vite. Et donc, l'argent qu'on pouvait retirer de ces 3 hôpitaux et de la vente des terrains devait abonder Saclay. Moyennant quoi, quand même, je le dis, c'est important, sur 10 ans, on a perdu, grosso modo, de l'ordre de 500 lits qu'on ne retrouvera pas et de l'ordre de 900 postes de personnel soignant, c'est-à-dire qu'on en profite pour faire des économies parce qu'un service public, ça ne peut pas être rentable. Donc voilà, moi je dis il faut les dégager et il faut que Mélenchon arrive au second tour et il faut qu'on continue la lutte parce qu'on lui fera, et le futur ministre aussi, on leur fera pression en continuant l'action. Est-ce qu'il y a d'autres? Bravo. Oui, non, mais je comprends. Mais
médicaments, parce que le vaccin est un médicament. Et donc, on a un vrai problème en termes d'approche de médicaments. Parce que l'argument qui a été avancé là sur on a mis précocement sur le marché ces produits, il y a une très forte pression des associations de patients pour qu'on mette de manière très précoce sur le marché des médicaments quand il n'y a pas d'autres ressources thérapeutiques. Et là, c'était le cas aussi. Donc le fait qu'on mette sur qu'on diffuse des médicaments précocement, c'est légal. C'est légal, il n'y a pas de problème de légalité. Hein. On prend des risques qu'il faut évaluer. Bon, le problème sur les médicaments aujourd'hui, c'est l'opacité entretenue par les laboratoires et là validée par la loi sur le secret des affaires qui ne nous permet pas d'obtenir l'ensemble des études sans qu'elles soient caviardées. Voilà, ça c'est un véritable problème. Donc le problème est de faire sauter la loi sur le secret des affaires qui ne doit pas concerner ce type d'informations. Mais pour les vaccins mais pour tous les médicaments. Et donc si on ne développe pas là un vrai débat sur ce que doivent être les médicaments, comment ils sont mis sur le marché, comment ils sont produits, et sur le fait qu'on a besoin d'un pôle public du médicament, c'est aussi une revendication, et c'est dans le programme, on ne s'en sortira pas. Parce que, vous voyez, voilà, là, je reprends ma casquette de médecin, il y a toujours des risques avec n'importe quel produit. Vous prenez 3 grammes de paracétamol par jour parce que vous avez la fièvre, vous pouvez faire une hépatite fulminante et vous retrouvez en greffe de foie. Voilà, donc la question c'est quel est le rapport bénéfice-risque, c'est dans combien de cas que ces complications se produisent. C'est ce débat-là qu'il faut qu'on ait dans la population pour rétablir la confiance vis-à-vis des médicaments, mais aussi qu'on fasse le tri, qu'on consomme moins de médicaments, qu'on consomme les bons et qu'on jette les autres, et qu'on maîtrise la production et la recherche, et que ça devienne un service public. Voilà. Et la première revendication aujourd'hui, c'est la levée des brevets sur les vaccins. Hein, puisqu'aujourd'hui, on a un nombre de vaccins très important qui sont produits de manière très différente, donc les gens peuvent avoir le choix. Mais ce n'est pas anodin si on a attendu Novavax et qu'on n'a pas validé le Sputnik V. Hein, parce que un des problèmes avec la Russie est que de les avoir cornérisés en permanence à tout point de vue, y compris sur ce problème des vaccins, alors que ça aurait dû être un bien mondial, l'ensemble des vaccins, et après aux personnes de faire leur choix sur le vaccin avec lequel ils veulent vacciner, mais qu'on nous dise que celui-là on ne valide pas, celui-là on le valide, pour quelle raison? Je vous ai donné l'exemple là sur AstraZeneca et Pfizer, on voit bien que c'est la finance qui domine, et ça crée une suspicion légitime de la population vis-à-vis des médicaments et des vaccins qui sont des médicaments. Mais si cette suspicion est légitime, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin de médicaments, voilà, et donc il faut qu'il y ait ce débat autour de ces médicaments, de la production, et sur le fait qu'il n'y a pas que des antidépresseurs pour soigner la dépression. Parce que le professeur Raoult a aussi subi des attaques de part et d'autre, et moi je suis abonné à l'IHU Méditerranée, et je vois sans arrêt ces vidéos qui tournent. Ça a été prouvé, l'étude du Lancet qui a été complètement bidonnée. On a été beaucoup sur lui, on l'a mis sur la place publique, on l'a monté sur l'échafaud parce qu'il a promu l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, alors qu'il y avait un cas de figure bien spécifique qui précisait, à chaque fois qu'il a pris la parole là-dessus, il l'a précisé, c'était les cas précoces et les cas non à risque. Et là-dessus, ça marche très bien, et il le prouve à chaque fois qu'il sort une vidéo, papier à l'appui, sur le nombre de cas et le nombre de morts en relation avec le traitement. Chez lui, il n'y en a quasiment aucun, si on a suivi le protocole qu'il a édicté. Et par contre, quand il s'est agi de le défendre et de revenir sur l'étude du Lancet qui a été bidonnée, là, il n'y a plus aucun média. Moi, j'ai regardé la commission d'enquête à laquelle il s'est rendu à l'Assemblée nationale. Elle a été très peu suivie, très peu relayée, uniquement par des médias non mainstream. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a autant d'opinions que de médecins. Et donc, il n'y a pas de vérité absolue, de vérité vraie. Voilà, moi, Raoult, il a dit des choses intéressantes. Il a dit aussi des grosses conneries. Comme Delfrécy,
le président du fameux comité scientifique a dit des choses intéressantes et aussi des conneries. Voilà, donc après, il faut faire la part des choses. Et surtout, ce qui est important, quand même, c'est que il y a des choses... ce qui a été fantastique pour nous du monde de la santé avec cette épidémie, c'est qu'on n'a jamais eu une telle circulation d'informations et autant de débats. Et qu'on a pu s'adapter en marchant. Il faut s'adapter en marchant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont prouvées, desquelles on doutait. Il y a des choses qu'on a affirmées et qui aujourd'hui s'avèrent des erreurs. Je vais donner deux exemples. On peut avoir une suspicion légitime sur le vaccin. Le vaccin, le rapport bénéfice-risque, aujourd'hui, sur les populations ciblées, donc les personnes âgées et les populations à risque, on a un effet positif. Sur la vaccination générale, c'est l'option qu'on a prise. Aujourd'hui, il va falloir qu'on revienne en arrière, en particulier chez les enfants. Il y a un large consensus qui est en train de se faire au niveau mondial pour dire qu'il ne faut pas vacciner les enfants. Le rapport bénéfice-risque risque d'être très défavorable parce qu'on modifie leur immunité et que ce n'est pas dans leur intérêt. On n'est pas dans la même optique qu'avec les vaccins qui sauvent des enfants. Là, on les vaccine pour pas qu'ils contaminent des autres. Mais qu'est-ce que ça va faire sur leur immunité dans 10, 20 ou 30 ans? On ne sait pas. Donc si on ne sait pas, le doute doit bénéficier aux patients. Donc on ne les vaccine pas. Voilà. Et donc voilà. Donc, vous voyez, alors qu'avant on disait le contraire. Donc la question c'est que dans ces périodes, il faut savoir se remettre en question. Ce qu'on peut dire un jour peut s'avérer une erreur le lendemain. Et c'est la même chose en politique. Voilà. Et d'ailleurs Jean-Luc l'a prouvé en s'adaptant à la dérive de Poutine. Et entre ce qui était dit il y a quelques mois et ce qui est dit aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même chose, même si sur le fond, on reste sur la même ligne. Hein, c'est-à-dire qu'on a un problème en Europe, c'est l'OTAN. Voilà, et ça là-dessus, on ne déroge pas. Après, ça ne veut pas dire qu'on justifie l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Mais tant qu'il y aura l'OTAN, on ne trouvera pas de solution. Et la France Insoumise est à peu près la seule à le dire aujourd'hui, de manière aussi claire. Voilà. Et donc, c'est important qu'on s'adapte, qu'on sache suivre les évolutions sans rogner ses principes et ses valeurs. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas rester bloqué sur des a priori, parce qu'autrement, on crée des tensions inutiles. Merci Christophe. Alors, j'ai encore trois interventions dans l'ordre. Monsieur, Alain et le monsieur là devant vous. Oui, il nous reste 20 minutes. Voilà, donc et s'il n'y a pas d'autres questions, je me permettrai d'en poser une à Christophe. Donc à vous monsieur. Bonsoir à tous. Moi c'est juste une observation. Je pense que ce qui se passe dans la société aujourd'hui, c'est certainement lié au fait que moi je raisonne tout simplement en termes de charges et de dépenses. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, on détruit en effet tout ce qui est hôpital. Je pense que c'est certainement lié au fait que la collecte qu'on a ne suffit pas certainement à financer tout notre système de santé avec les dépenses, tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui empêche moi, j'ai pensé à poser de la question parce que je vous ai écouté dire qu'aujourd'hui, on collecte à peu près 700 milliards et il y a 200 milliards qui sont, rentabilisés finalement par le système des mutuelles. Qu'est-ce qui empêche l'État d'utiliser notre collecte à nous, qui est notre argent, et de le fructifier? C'est-à-dire qu'on sorte un peu de ce monde qu'on essaie d'opposer, de dire le service public, c'est pas pour faire de l'argent, mais cette fois, ce sera notre argent. Investir cet argent, je ne sais pas, par d'autres mécanismes, mais qui permettent finalement de rapporter des milliards qui viendront compenser potentiellement les déficits sur le long terme. C'était ça mon observation. Merci. Alors, laissez-moi me mettre du bon côté. Je garde le micro comme pour tous les autres. Oui, je vais enlever le masque parce que... Bonjour à tous, donc je suis Alain Vesset, on se connaît déjà puisqu'on s'est vu dans différentes conférences et je suis donc au comité de défense des hôpitaux Nord-Essonne avec Laurence et nous travaillons sur cette question depuis maintenant plus de 5 ans et la bataille que l'on mène, c'est effectivement de garder nos hôpitaux de proximité. Alors c'est quoi la proximité ? Ça pose un simple problème de géographie que m'avait dit à un moment donné le maire de Longjumeau, l'ancien maire de Longjumeau. Il nous avait dit la proximité, c'est le fait que Paris s'est construit sur des axes rayonnants. Vous avez la Nationale 7, vous avez l'hôpital de Juvisy, vous avez la Nationale 20, vous avez la 6, vous avez l'hôpital de Longjumeau, vous avez la 10, vous avez l'hôpital d'Orsay. Saclay n'est pas sur un de ces axes. Il n'y est pas. Ce qui veut dire que concrètement, en province, ils ont les distances. Nous, à Paris, en région parisienne,
on a les embouteillages. Et le fait d'atteindre un hôpital, c'est quelque chose de très compliqué. Alors, le comité a attaqué au tribunal administratif le permis de construire de l'hôpital de Saclay. On l'a attaqué en s'appuyant sur un rapport du ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que disait ce rapport? Il disait tout simplement, il y a un problème. Longjumeau, vous aviez un héliport. L'héliport de Longjumeau fonctionnait très bien, etc. Bon, on ne lui a pas donné de moyens, donc il a arrêté de fonctionner. Mais sur le futur hôpital de Saclay, ben, il n'y aura pas d'héliport. Donc on est vraiment là dans le domaine de la proximité vis-à-vis des populations. Parce que nous, c'est 1 million d'habitants qui sont touchés dans le Nord-Essonne par l'existence de 3 hôpitaux qui leur permettent effectivement de vivre correctement. Et on sent très bien que derrière la fermeture de ces hôpitaux, on a, et le fait que ça puisse passer au privé, on a le fait qu'on a un gouvernement, pour répondre aussi au monsieur qui est derrière, qui est fondamentalement pour le privé, qui pousse tout vers le privé. Et je pense que ça, c'est quand même une question grave, parce qu'on a manifestement, pour nos dirigeants, un modèle qui est celui des Américains, par exemple, hein, et nous, nos services publics, eh bien, qui s'adressent effectivement à la majorité des gens, qui sont là en cas d'urgence, en cas de vrais pépins comme le Covid, pour répondre, parce que l'hôpital de Longjumeau a été référent Covid pendant toute la période effectivement du Covid, c'était vraiment l'hôpital qui était en pointe, avec des soignants qui ont pris des risques absolument pas possibles, puisqu'on les a envoyés au front sans masque, sans rien du tout, etc., sans aucune protection, etc. Sur l'ensemble du GHNE, il y a quand même eu une infirmière de Juvisy qui est décédée. Et je ne dis pas le nombre, effectivement, de soignants qui ont été infectés. Il y en a à peu près 30-40% qui ont été infectés par le Covid. Donc, il faut quand même dire à quel point ce service public est indispensable, à quel point il est important et à quel point il faut le défendre. Alors, il y a quand même une petite question que je me pose, c'est par rapport à la deuxième requête qu'on a faite au tribunal administratif, qui était celle sur le montage financier. C'est-à-dire vendre 10 millions d'euros l'hôpital de Juvisy, l'hôpital de Longjumeau, l'hôpital d'Orsay, pour financer l'hôpital de Saclay. On a démontré que ce montage financier ne pouvait pas fonctionner. Et on a eu affaire en face de nous à qui? On a eu affaire à des financiers. Parce que fondamentalement, l'ARS, les directeurs des hôpitaux n'ont rien à voir avec le monde médical. Ils ont à voir avec la finance. Ils vont avoir avec les économies qu'il faut faire sur le dos de la population. Et ces financiers, ils ont évidemment très vite constaté que ce montage financier ne tenait pas la route. Résultat, ils ont injecté 50 millions d'euros pour financer l'hôpital de Saclay, l'hôpital de Juvisy. L'hôpital de Juvisy, lui, il était vendu au privé, mais l'hôpital de Longjumeau, l'hôpital d'Orsay, restant dans le domaine public. Ceci étant, une de mes questions par rapport, puisque tu ne l'as pas évoqué, mais moi je suis pour la suppression des ARS. Je suis fondamentalement pour que les médecins, les patients, les élus locaux reprennent en main cette histoire d'ARS. Parce que, au niveau de la proximité, il y a le problème des élus locaux, qu'on n'a pas soulevé, mais qui est un problème fondamental. Parce que nous, le handicap qu'on a eu depuis le début, c'est que notre maire était pour la fermeture. Or, notre maire est la présidente du conseil de surveillance des 3 hôpitaux. Et en étant pour la fermeture, eh bien forcément, on avait beaucoup de mal, nous, en tant que citoyens normaux de la ville de Longjumeau, pour se faire entendre et se faire comprendre de la population. Elle disait toujours, non, on garde l'hôpital, on garde l'hôpital. Rien du tout. Elle a voté le montage financier, c'est-à-dire que derrière, elle a voté le fait qu'il passe à Corian, c'est-à-dire l'argent gris, l'or gris. Elle est pour ça, elle est pour effectivement la finance. Alors, je t'invite à conclure. Alors, je conclus, oui, rapidement, donc là-dessus. Je dirais que la situation actuelle de Longjumeau est vraiment terrible, puisqu'on a maintenant, soi-disant, un hôpital de proximité, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont fermer une maternité qui donnait quand même chaque année 2000 accouchements par an, c'est quand même énorme, de niveau 3, ouverte la nuit, etc. Et on va fermer également les urgences de l'hôpital de Longjumeau. Donc notre bataille est loin d'être terminée, et on ne va certainement pas se laisser faire sur des questions comme celle-là. C'est inadmissible. Et c'est aussi pour ça que moi je suis complètement pour la victoire de Mélenchon, parce que j'estime qu'aujourd'hui il faut que ça change. Il faut qu'on arrête cette politique de destruction effectivement du bien public. Je t'en remercie. Donc si une dernière personne. Bonjour, j'ai une question beaucoup plus rapide.
La crise Covid a montré le besoin pour les pays d'avoir une souveraineté pour avoir des masques, pour avoir des médicaments, pour ne pas dépendre de la Chine pour les masques ou d'autres pays pour les médicaments. Comment on fait quand on va arriver au pouvoir, parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon va arriver au pouvoir, pour demain construire une industrie pharmaceutique, médicale, publique, pour très rapidement avoir cette indépendance et cette souveraineté qui me semble essentielle. Merci. Je vais répondre d'abord sur les agences régionales de santé. Effectivement, on a un problème avec les agences régionales de santé, c'est que, c'est pas qu'avec les agences régionales de santé, c'est avec toutes les agences. On a détruit l'administration. Et pourquoi on détruit l'administration? Parce que c'est la logique libérale. Qu'est-ce qui fait la permanence d'un État? C'est son administration. C'est ses fonctionnaires et ses hauts fonctionnaires qui, quelle que soit la couleur politique des élus, assurent la permanence de l'État. Or, on a créé ces agences parce qu'on voulait détruire les administrations centrales dans les ministères. Et dans ces agences, on voit bien, pour être directeur d'agence régionale de santé aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être fonctionnaire. On a pris le DRH de Airbus, qui est devenu directeur général de l'ARS. La directrice générale de l'ARS d'Île-de-France aujourd'hui, c'est l'ancienne directrice du Trésor, une financière pure. Voilà. Et donc, il y a ça. Et l'autre chose, c'est que non seulement on détruit les administrations, mais on fait fuir les compétences et on supprime les compétences. Dans les ARS aujourd'hui, il n'y a plus que des administratifs et des financiers. Il n'y a plus aucun technicien. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'inspection dans les EHPAD, parce qu'il n'y a plus personne pour faire les inspections dans les EHPAD. Et sur l'environnement, on se prépare des catastrophes. On n'a plus d'ingénieurs de salubrité. Et la loi fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle des entreprises classées, des entreprises à risque. Qu'est-ce qui se passe? La loi prévoit aujourd'hui, c'est plus une inspection d'une administration d'État. L'entreprise doit produire un rapport sur les risques. Et comment elle va produire ce rapport? Elle fait appel à une entreprise privée, donc qu'elle paye, et qui va venir lui rédiger un rapport sur les risques qu'elle présente. Donc qui paye décide. Donc forcément, le rapport, il ne va pas être forcément à charge. Et ce rapport, il est envoyé à l'Agence régionale de santé, où il n'y a aucune compétence technique pour l'analyser. Donc on valide aujourd'hui le fonctionnement d'entreprises qui sont très dangereuses, parce qu'il n'y a plus de contrôle de l'État. Et on a eu Lubrizol, on a eu AZF, mais on va en avoir beaucoup. Et avec des risques pour l'environnement majeurs. Donc nous, ce qu'on demande, c'est le retour à une administration d'État avec des outils décentralisés dans les régions et dans les départements. Ce qu'on avait, on avait les DAS et les DRAS. On ne demande pas à ce qu'on revienne aux ces fameuses DAS ou DRAS, mais que ça soit bien des fonctionnaires qui soient dans ces structures, avec l'indépendance que donne le statut de fonctionnaire, pour qu'on puisse rétablir un contrôle de l'État sur l'ensemble du système qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, ça c'est important. Ensuite, sur la question que vous posiez sur la maîtrise de la production des produits essentiels. On demande, dans le programme, on parle d'un pôle public du médicament. Au niveau syndical, là, je prends ma casquette CGT, on dit pôle public du médicament, ça ne suffit pas. Il faut un pôle public des industries de santé. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir la maîtrise. On a manqué de respirateurs en réanimation, parce qu'on ne produit plus le respirateur. Et là, la grande opération médiatique qui a été faite avec Peugeot, Schneider et puis Air Liquide, mais c'est une grosse arnaque. On leur a donné du pognon pour construire des respirateurs, qui sont des respirateurs qu'on déclasse aujourd'hui, parce qu'ils sont obsolètes. Moi, j'en ai touché 50 dans mon SAMU. Ils sont à la cave dans des caisses. Si un jour, on a besoin de les envoyer en Afrique. Voilà. Mais on ne va sûrement pas les utiliser ici parce que déjà, nous, on les a déclassés dans mon service il y a déjà 3-4 ans, ces respirateurs qu'on nous a fabriqués. Ils en ont fabriqué 10 000. Il y en a 2 000 qui sont éventuellement utilisables. Et on n'a pas été capable de construire les respirateurs qui sont produits aujourd'hui au Japon, en Chine ou en Allemagne parce qu'on n'a plus d'industrie. Donc pour reconstruire une industrie, c'est clair, c'est qu'il faut un investissement de l'État. Il faut un investissement de l'État et dans des entreprises, éventuellement, publiques, pour pouvoir contrôler. Après, se pose le problème du contrôle de l'industrie pharmaceutique.
c'est un petit peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, on lui dit Sanofi, mais Sanofi, aujourd'hui, est aux États-Unis. Sanofi a tout fermé en France, ils ont plus d'employés à l'extérieur de la France qu'en France. Mais la question, c'est de maîtriser la recherche. Et si on maîtrise la recherche, on peut maîtriser ensuite la production. Voilà. Donc, et la recherche aujourd'hui, on la maîtrise. On ne veut plus des fameux IHU là. Parce que Raoult, il est bien gentil, mais il a profité, il a eu le beurre et l'argent du beurre avec son institut hospitalier universitaire. Puisque l'institut hospitalier universitaire, ce n'est pas vraiment public. C'est financé par une fondation. La fondation, elle récupère de l'argent des industriels qui défiscalisent. Et comme ils financent de la recherche publique, ils peuvent même se débarrasser de leur propre laboratoire, ce qu'a fait Sanofi, puisque finançant ces recherches, ils en récupèrent une partie. Voilà, puisque c'est de la recherche publique aujourd'hui qui fournit des brevets au privé. Donc il va falloir tout remettre à plat. Mais déjà, si on a la volonté de créer un pôle public des industries de santé et qu'on refinance la recherche, on a tout pour pouvoir développer les industries dont on a besoin et foutre dehors l'industrie aujourd'hui pharmaceutique, style Sanofi, Pfizer et autres. Voilà, on n'a pas besoin d'eux. Après, parce que la nationalisation, on a vu ce que ça a donné. Nationaliser aujourd'hui Sanofi, c'est un slogan qui peut faire plaisir, mais on n'en a pas les moyens. On peut nationaliser ce qui est sur le territoire français. Donc on peut réquisitionner des usines, mais nationaliser Sanofi, on ne peut pas. Voilà, parce que leur siège social n'est même plus en France. Voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Christophe. Il nous reste 5 minutes, donc alors je sais que Miloud a une question. Est-ce qu'on a une dernière question qui est intervenue? Alors, je voulais rappeler une chose, la santé c'est la base. Sans santé on n'est rien. Et je pense que vraiment, premièrement, il faudrait que les médecins puissent prescrire, parce qu'avec le gouvernement Macron, on a interdit aux médecins de prescrire. Ça, c'est un scandale d'État. Je trouve que c'est vraiment, il faut le dire, il faut le répéter, parce que c'est un scandale. Premièrement. Deuxièmement, je ne comprends pas qu'on puisse être dépendant de la biotechnologie américaine alors que nous avons des gens qui sont très compétents dans ce pays. Il y a par exemple le vaccin Valneva, j'espère qu'il pourra être distribué sur le territoire français et européen. Donc vraiment, il faut que nous fassions un effort pour que Mélenchon passe, n'est-ce pas, et qu'il fasse un plan économique bien ciblé sur la santé, parce que nous dépendons tous de cela, et je pense que c'est fondamental. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière petite, voilà, et puis après minute, et on arrête, parce qu'en fait, on est en dehors déjà de l'horaire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport aux formations. Parce que, du coup, pour la santé, on dit il faut ouvrir des lits, il faut du personnel. On a beaucoup parlé des jeunes, bon, il y a les moins jeunes. Il faut qu'on arrive à faire carrière, quand même. Et ce que je me rends compte, alors ce qui est bien dans le programme, c'est que c'est le programme qui écoute quand même la base et qui permettra à la base de s'exprimer. Ce qui se passe, c'est que on essaie de recruter des jeunes, ou même, c'est vrai, de faire les contrats, c'est déjà quand même ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on va chercher des personnes qui ne connaissent pas le métier. Or, dans les hôpitaux, il y a des ASH qui veulent faire aides-soignantes, il y a des aides-soignantes qui veulent faire infirmières. Elles ont, pendant 3, 4, 5 ans, elles réussissent le concours et on ne leur donne pas le moyen. Et ça, c'est des personnes qui connaissent le métier, qui connaissent le rythme et qu'on pourrait garder. Voilà. Pas toujours aller chercher à l'extérieur. Merci. Bon, Miloud. Très bien, j'ai l'honneur de finir. Donc, on veut tous et on souhaite tous que Jean-Luc Mélenchon arrive enfin à la présidence de la France. Et il y a des très grands chantiers qui sont en place et ça va être très difficile. Donc, la grande différence entre le candidat Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats, c'est que Jean-Luc Mélenchon veut remettre de l'humain
et quel que soit le chantier, il veut remettre de l'humain. Et donc moi, la question que je voulais te poser, Christophe, c'est, ce soir, on a parlé santé, et j'ai l'impression qu'on oublie toujours l'handicap. Alors, pour ma part, je suis thérapeute et je travaille avec des enfants autistes. J'aimerais savoir, comment va se traduire concrètement remettre de l'humain dans ce vaste chantier qui est l'handicap en France. Je te remercie. Alors, sur le handicap, je suis moins spécialiste de la question, mais il y a des priorités. Aujourd'hui, c'est que l'ensemble des jeunes et des moins jeunes qui souffrent d'un handicap puissent être accueillis dans des structures près de chez eux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'un certain nombre d'entre eux sont obligés d'aller jusqu'en Belgique. Donc il va falloir ouvrir des structures. Ensuite, il va falloir se mettre autour de la table pour discuter de ce que ça veut dire réellement donc le milieu ouvert pour les personnes handicapées. Parce que tel que c'est conçu par les libéraux, c'est faire des économies. C'est fermer les centres qui coûtent cher avec du personnel qualifié et puis de balancer les gens dans des structures où il n'y a pas le personnel adapté pour les accompagner. Je prends l'exemple de la psychiatrie. On a ouvert les hôpitaux psychiatriques, ce qui est bien. Hein, on a supprimé les asiles, mais on n'a pas mis les moyens pour suivre les personnes en ville, ce qui aurait nécessité beaucoup plus de personnel que des secteurs fermés. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, nous, les urgentistes, on dit que les patients psychiatriques, une minorité est à peu près soignée correctement, mais la grande majorité, elle est soit en prison, soit dans la rue. Voilà. Et donc, il serait bien qu'on prenne le handicap dans toutes ses composantes. Oui, il faut que les personnes atteintes d'un handicap puissent mener la vie la plus normale possible, mais ça ne veut pas dire qu'il faut fermer toutes les structures d'accueil, y compris à temps complet, parce qu'on en a besoin. Et l'autre élément, c'est que dans ces structures à temps complet, il y a du personnel qualifié, et on a besoin du même personnel qualifié à l'extérieur des structures pour aller en milieu ouvert. Voilà. Donc c'est ça un peu la logique que l'on défend aujourd'hui. Je ne faut pas les supprimer, il faut les multiplier, et justement, il faut former le personnel. Ça, c'est vraiment c'est partout, il faut du personnel qualifié. Et la logique des libéraux, c'est de pouvoir faire avec du personnel qui coûte le moins cher possible. Donc moins il a de qualification, moins il coûte. Voilà. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'on fait reposer l'essentiel de la prise en charge sur les aidants, lesquels craquent aujourd'hui. Hein, voilà. Et donc, enfin, c'est une grosse arnaque, l'histoire des aidants, avec l'aide qu'on pourrait fournir à ces aidants. Enfin, on l'a bien vu, enfin, c'est la charité. Hein, y a une personne dans votre entourage, dans votre entreprise, qui a un souci avec un membre de sa famille qui est handicapé, donnez-lui vos jours de RTT. C'est quoi ça? C'est revenir à la médecine charité du Moyen-Âge. On ne peut pas accepter ça. Merci, Christophe. Bon, écoutez, je vais déjà vous remercier tous d'avoir accepté de participer à cet échange. Christophe, comme vous le voyez, est quelqu'un de passionnant. Alors évidemment, on aurait aimé rester beaucoup plus longtemps. Malheureusement, on doit rendre la salle avant 22h. Donc ça nous laisse juste le temps de ranger. Donc en tous les cas, j'espère que cette réunion vous aura permis d'avoir une bonne approche de ce qu'on essaie de mettre en place dans notre programme. On essaiera de faire d'autres réunions publiques. Et peut-être à votre initiative, on est à votre écoute et on attend un petit peu de savoir ce que vous pensez déjà de cette soirée. Et puis, je vois qu'on est pas mal pour un jour de vacances et un vendredi. C'est plutôt peut-être bon signe. Ça veut dire que cette question, si elle nous préoccupe, d'autres questions nous préoccupent. Et on va, au fur et à mesure que le programme va s'avancer, que la date du 10 avril va s'approcher, je pense que cette intelligence collective dont on a fait preuve aujourd'hui va se multiplier. Et j'espère que vous participerez le 9 mars, si vous le pouvez, à cet autre échange que nous mettons en place avec Adrien Quatennens qui vient nous rendre visite à Massy. Merci en tous les cas à tous d'être là. Et le 20 mars, oui. Et le 12. C'est une marche qui va être... Et demain avec Ruffin. Et voilà. Et demain, n'oubliez pas, pour les métiers du lien, à République à 14h pour ceux qui peuvent, j'irai en tous les cas, pour pouvoir rendre hommage à ces femmes
de ménages qui se sont présentés et qui ont failli accrocher un prix et qui n'étaient pas loin en tous les cas d'attirer l'attention pour obtenir un prix. Elles l'auront, je pense, à République par leur enthousiasme qu'elles vont soulever et on sera nombreux à pouvoir les applaudir. Et je tiens à vous remercier encore une fois tous d'être venus et de nous encourager dans cette campagne qui est difficile à mener. Merci à tous et merci Christophe. Le 8 mars, il y a la manifestation habituelle, mais à 10h, devant le siège d'Orpea à Puteaux, il y a un rassemblement pour crier notre colère sur ce groupe. Et il y aura y compris des représentants des maisons de retraite Orpea de différents pays européens. Voilà, donc s'il y a des gens qui peuvent être disponibles pour aller le 8 mars à 10h devant le siège d'Orpea à Puteaux, ils sont les bienvenus. Merci Christophe. Merci beaucoup. Savoir. Oui, alors là c'était en direct. Oui, et après on va faire des petites vidéos. Et en plus, après vous pouvez le retrouver sur la page de Philippe Surader. Et bien, contactez Philippe, c'est sur sa page Facebook.